Bon, bienvenue ce soir pour la troisième et dernière partie des Achéménides, le chaînon manquant. Donc, on avait parlé, on avait retracé un petit peu, Hydargos, pardon, nous avait retracé l'historique de cette dynastie, de son émergence jusqu'à ce qu'on allait dire, j'allais dire le déclin, mais non, jusqu'à la chute. Et puis donc, l'héritage dont elle a bénéficié et les successeurs qui vont en bénéficier. On s'était arrêté, on avait traité donc de l'Anatolie, de tout ce plateau iranien, on avait parlé de la succession hellénistique, et donc on en était donc dans ces successions à la succession iranienne, me semble-t-il. Donc on va faire ça, on va parler aussi je crois que tu vas nous parler du sous-continent indien un petit peu. Et puis, on fera par la suite et en dernière partie ce qui est assimilé, je pense, à une sorte de conclusion à la question qui était posée, ou en tout cas au sujet, les Achéménides comme chaînon manquant. Voilà. Donc on est parti, je ne sais pas combien de temps ça durera pour cette dernière partie. Et puis, bah écoute, je te laisse la parole, Hydargos, et je pense que j'avais préparé normalement les images pour que l'on soit, hop, avec nos amis iraniens. Voilà, tout à fait. Allez, c'est à toi. Alors, déjà bonsoir, hein, bonsoir à tous, bonsoir Nanos, bonsoir mes chers Bonsoir à toi. auditeurs visionneurs. Donc effectivement, ouais, on s'était arrêté euh, à la succession iranienne. Et donc vous avez, voilà, genre, si pour vous l'Iranien, c'est Ahmadinejad ou un mollah quelconque, non, non, voilà, un Iranien, vous en avez un sous les yeux, tout à fait. Euh, c'est une, bon, alors c'est pas un Iranien de 2025, mais c'est une stèle qui représente, alors plus précisément un Parthe. Nous allons parler des Parthes arsacides, qui est dans la succession de dynasties qui ont régné sur le plateau iranien. Ils ont ni plus ni moins que suivi à peu de choses près les Achéménides et les, euh, les Séleucides. Les Séleucides. Voilà, les Parthes, qui finalement, c'est un peuple iranien, bien sûr, mais alors plutôt, alors pour être un petit peu plus précis, un peuple du nord du plateau iranien, un peu caspienne par là-haut. Et donc, qui ont ni plus ni moins que se sont développés dans leur coin, et puis finalement, grâce à la chute des Achéménides, ils ont grappillé du terrain. Euh, les Séleucides ont bien évidemment pris sous leur domination tous les territoires de l'Est, de tous ces satrapies dont on ne parle jamais, parce qu'on n'a quasiment pas de, on n'a strictement aucune source dessus, pratiquement, uniquement des on-dit, des récits de voyages de gens qui ont relaté ça à une autre personne. Enfin bon, c'est l'homme qui a vu l'ours, hein, voilà. Parce que voilà, la Bactriane, par exemple, hein, la Racosie, enfin bref, tous ces satrapies de l'Est dont on ne parle jamais, dont on ne connaît presque rien, en fait, c'est grâce à Alexandre qui a été jusque là-bas, et surtout grâce aux Séleucides qui ont quand même tenu un petit peu la boutique pendant quelques temps. On a quelques bribes d'informations, quelques fondations de villes. Alors évidemment, Alexandre de Bactriane, Alexandre de Ceci, Alexandre de cela, oui, certes, mais un petit peu plus aussi des relations avec les royaumes indiens, mais ça on en parlera plus tard. Mais bref, les Arsacides se développent. Donc, suite au vide un petit peu laissé par la chute de la dynastie achéménide, et ils finissent par mordre sur les territoires séleucides. C'est quelle date à peu près pour qu'on situe Alors, les Arsacides, ça va être de moins 250. Donc, le laps de temps entre la chute de l'Empire achéménide, donc moins 330, voilà, et jusqu'à la perte des territoires de l'Est de l'Empire achéménide, c'est voilà, moins 330, moins 250 à peu près. Les Séleucides tiennent encore le truc, Oui, mais parce à que partir de les Séleucides sont encore présents, on le sait, contre les Romains au cours à la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ, puisqu'on a
des batailles importantes. Donc c'est pas Tout à une fait. disparition non plus des Séleucides. C'est Ah non, 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 Ok. c'est pas une disparition isolée. C'est juste que la même mise séleucide sur les territoires D'accord, de l'Est d'accord. finit par s'effriter parce que bah, c'est trop grand, c'est trop loin. Et puis, mine de rien, les Séleucides qui ont beaucoup, évidemment, c'est même été ceux qui ont le plus hérité des Achéménides, euh, bah, finalement, ils étaient quand même plutôt méditerranéo-centrés. Au final, toutes ces satrapies qui sont à trifouiller des doigts, ouais, c'est bien, mais c'est beau, mais c'est loin. Oui, oui, je Et du comprends. coup, voilà, et c'est compliqué de les tenir, on va dire de les tenir, en tout cas, de les régir sous une administration, entre guillemets, un petit peu unifiée. Parce que, bien évidemment, ils vont perdre ces territoires-là. Alors, suite à des conquêtes, par exemple, les Parthes, là, dont on a l'image, les Parthes arsacides vont conquérir des morceaux de territoire, ils vont manger dans l'empire Ouais, séleucide. ouais, c'est ça. Mais C'est ça. Non, il non, mais va je également. précisais pour les gens qui écoutent Oui, oui, qu'ils puissent tout à fait. resituer un peu le contexte, parce que c'est vrai que c'est toujours très, très difficile Ouais, ouais, tout c'est à des fait. choses qu'on connaît moins, quoi. Exactement. Et donc, de la même façon que les Parthes arsacides vont mordre, vont manger dans les territoires séleucides, de la même façon, il y a des portions entières qui vont purement et simplement faire sécession Hmm. aussi. Donc, ça, c'est ce qui donnera, c'est ce qui donne à cette époque-là le début des royaumes indo-bactriens et gréco-bactriens, pardon, et gréco-indiens, qui se maintiendront une petite centaine d'années, ce qui est quand même pas mal, en ayant tous les attributs de cité grecque. Alors, bien évidemment, acculturé tantôt à aux civilisations de l'Inde, tantôt aux civilisations euh, je veux dire, iranienne, mais avec quand même toujours on est en plein, on va dire, deuxième siècle, on a quand même des villes qui sont donc dans l'Afghanistan actuel, hein, avec le gymnase, avec le portique, avec Ouais, tout à fait, l'agora, tout à fait. etc. Enfin, tous les attributs de la cité Disons grecque. on peut resituer ça pour les gens, donc avec des arsacides qui sont présents, on va dire, sur les marges de l'Empire séleucide, et qui grignotent petit à petit, vont établir leur domination sur un grand territoire, jusqu'à effectivement leur disparition dans des guerres, je crois, plus ou moins dynastiques, Oui, oui. avec l'émergence des Sassanides, mais en gros, De ils moins de 100 à remplissent. plus de 100. Ouais, ils remplissent ça et ils vont former ce que l'on connaît comme antagoniste des Romains, voilà, par la suite. Mais c'est un grignotage par l'Est, quoi, en quelque sorte. Ouais, ouais, c'est un grignotage Ouais. par l'Est, tout à fait. Mais donc, effectivement, pour situer dans la frise chronologique de l'histoire humaine mondiale, c'est de moins 250 à plus 200. D'accord. Plus Ouais, ouais, ok. 250. Non, mais c'est clair pour les gens. Je pense que ça peut être Voilà. utile. Donc, effectivement, les Parthes ont été antagonistes à la fois des Diadoques, donc de Séleucide notamment, mais ils ont été effectivement, malgré tout la longue durée de leur domination, ils ont été effectivement antagonistes des Romains, Oui, bah on connaît, ouais, la notamment. bataille de Car et compagnie. Ouais, tout à Voilà, fait. Bien notamment sûr. Crassus, hein, bien sûr. Mm. Voilà. Enfin, bien sûr. Bon, en tout cas, ouais. Oui, non, mais les gens, je pense que c'est ce qu'on connaît. Bah, rien qu'avec les, tu sais, les Total War et compagnie, c'est les trucs Oui, qu'on maîtrise un peu, quoi. Mais c'est bien de resituer ça temporellement, je pense, pour les gens qui sont peut-être un peu perdus dans tout ce maelstrom iranien, alors, quoi. ouais, ouais, oui, oui, tout à fait. Alors après, c'est entre guillemets, c'est à la fois, bon, c'est un truisme de dire ça, mais c'est à la fois simple et compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, bon, après les Achéménides, bon, il y a eu les Diadoques, les successeurs d'Alexandre, enfin, en tout cas, pour toute cette partie du Moyen-Orient, les successeurs d'Alexandre, donc les Séleucides. Après, il y a eu les Parthes. Après, il y a eu les Séleucides. Après, il y a eu l'islam. Voilà. Euh, grosso modo, hein. Si on veut découper en pavé, c'est ça. Et donc, pourquoi les Parthes? Qui sont un peuple apparenté aux Perses, donc iraniens, mais alors un petit peu plus nomades, hein, puisque bon, les Achéménides, enfin en tout cas les Perses Achéménides, eux, ils se sont quand même bien sédentarisés, puisqu'ils ont été eux-mêmes héritiers de toutes les structures qu'on a vues précédemment. Les Parthes, eux, ils étaient un petit peu plus nomades, hein, un peu plus qui pencheraient vers ce qu'on appelait les sites, les fameux sites. Les sites, ouais, bah, les sites, c'est super, mais c'est où? Bah, les sites, c'était à la fois du côté de l'Ukraine, ouais, de l'Ukraine, de la Moldavie actuelle,
mais on appelait eux également les Scythes, ceux qui étaient du côté de l'Afghanistan et tous les pays en ce temps. Voilà, c'était les Scythes, c'était un nom, un terme un peu générique pour désigner tous ces nomades des steppes, en fait. Et ça, c'est une dénomination européenne, grecque, bien sûr, parce que, bon, évidemment, les Chinois les appelaient autrement, mais ça reste le même peuple. Bref, et donc pourquoi ces Parthes, qui sont certes cousins éloignés des Perses, mais pourquoi eux, ils seraient héritiers des Achéménides en particulier, plus que d'autres? Pourquoi ils n'auraient pas juste gardé leur structure et habitudes nomades? Ben, en fait, les Arsacides, en reprenant des terres sur les Séleucides, ben, en fait, ils ont quand même ils ont fait leur ben, une certaine idée du multiethnisme. Et oui, et oui, parce que les Parthes arsacides ont fini quand même par avoir une telle surface géographique sous leur domination bah, qui se retrouvaient avec des peuples qui avaient quand même potentiellement rien à voir avec eux. Bah, notamment, notamment bah, tout ce qui était Attends, élamite. excuse-moi, juste une seconde. Le titre du stream est pas bon, alors attends, je vais le changer. Vas-y, excuse-moi, je t'interromps. C'est juste Non, que mais, si je me tais, enfin voilà, je vais juste faire autre chose de 30 secondes, tu bah, m'excuses. non, mais fais des trucs dans l'arrière-boutique, hein, Ouais, je suis un débile et j'ai oublié de changer ça. mais non. Je Vas-y. suis un homme maté. Voilà. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est tout les petits trucs auxquels on pense pas forcément. Vas-y, je vais le changer. Ah ouais, pas de souci. Donc les Arsacides ont repris à leur compte, enfin ils ont repris leur compte, ils ont été un petit peu contraints eux aussi de faire face bah, au multiethnisme de leur empire. On peut quand même appeler ça un empire, parce que du coup, de par la surface géographique, ainsi que par la diversité des peuples assujettis, bah, eux aussi se sont retrouvés finalement en étant bah, un petit peu un empire aussi. Et donc ils ont aussi, on va dire, expérimenté le multiethnisme sans, là aussi, sans volonté particulière bah, de faire, par exemple, des génocides divers et variés, hein, parce que bon, vous n'êtes pas de la même religion, vous n'êtes pas du même peuple, bon, bah, on va vous déporter, on va vous massacrer, on va faire ci, on va faire... Non, non, non. Ils ont gardé cette espèce de structure, entre guillemets, fédérative, même si c'est pas du tout une fédération, mais ils ont quand même gardé cette volonté de multiethnisme. Ils ont également, bien évidemment, gardé la titulature achéménide, le roi des rois. Euh, le roi Parthe, à la base, c'est pas le roi des rois, c'est le roi des Parthes, point. Mais ils se sont très gentiment glissés dans, dans l'imaginaire impérial achéménide, eux-mêmes, en s'intitulant modestement roi des rois. Ben ouais, les autres, ils étaient rois des rois, ben moi aussi, je suis roi des rois. Séleucos, enfin Antiochos et donc les successeurs, Séleucos 1, 2, Antiochos 3, 8, bref, aucun s'est appelé le roi des rois. Enfin, il se voulait roi des rois, mais il ne s'appelait pas le roi des rois. Le Parthe, oui, si, moi je suis iranien, moi je suis roi des rois aussi. L'iconographie est restée là aussi tout à fait dans la droite ligne des Achéménides, hein, avec ces poses très hiératiques, toujours alors très peu de statues en ronde de bosse, mais plutôt effectivement bon, des gravures dans la rocaille, dans le roc. Ils ont également, bien évidemment, mais après, c'est pas forcément spécifique à eux, mais enfin, ce qui est spécifique quand même, c'est aussi au niveau du monnayage, au niveau de la représentation royale dans les monnaies. Ils ont conservé exactement la typologie des représentations achéménides, avec bah, le roi avec son arc de profil, ceci, cela. Oui, Bon, puis t'as les c'était représentations un peu que tu nous avais montré, tu sais, je sais plus où est-ce que c'était, là, Mistan, là, je sais pas quoi, Bakhmut. Tu sais, avec le roi qui met le pied sur la ah oui, tête de oui, oui, l'ennemi, ah oui, il y aura la même chose oui, après oui, avec Crassus, et les empereurs aussi, les Sassanides font la même chose avec les différentes victoires qu'ils remporteront exactement. sur D'ailleurs, les empereurs d'Orient. tout à fait. D'ailleurs, tu peux mettre la Perse 12. Oui, Donc là, vous avez une monnaie oh, il a l'air du roi. content. Il a l'air- Oui, ah oui, ou alors il y a peut-être la colique ou la chiasse, un truc, ouais. Il a l'air assez content, ou alors il est peut-être dépité, une espèce de Mhm. tête.
Il a Tout l'air d'avoir dépend. appris une mauvaise nouvelle. Le mec a appris qu'il était iranien et en fait c'est un peu ouais. Voilà, alors soit il y a ça, soit effectivement que son fils, bah, en fait, s'identifie comme une fille, Ah on sait oui, pas. oui, peut-être un transgenre, ouais, effectivement, c'est Peut-être un aussi. père déçu. Ouais. Voilà, toujours, hein, donc voilà, mais il en reste pas moins que bah, alors bon, là, c'est visiblement un portrait de face, mais bon, voilà, il y a la Merci de la précision, oui, effectivement. voilà, hein, mais non, parce qu'en général, non, parce que les achéménides, c'est plutôt de profil, hein, mais bon, là, c'est un portrait, Non, frontal. c'est pas John Voilà, Rambo, c'est la coiffure et le bandeau qui fait ça, mais il a voilà, une oui. barbe. Ouais, Rambo n'a pas de barbe. Non. Mais voilà, donc en fait, on reste quand même un petit peu d'ailleurs, ce serait intéressant, bon là, j'en ai pas pris, j'en ai pas mis, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir, par exemple, en comparaison avec bah, soit des pièces, bah, grecques ou des pièces, romaines, Hmm. de voir un Si petit tu peu prends les la nomismas, c'est au niveau de la représentation, tu auras toujours bah, alors pile ou face, je sais pas, mais tu auras toujours quelque chose d'assez approchant. Ouais. Et ensuite, de l'autre côté, un avers où tu auras des représentations peut-être plus oui, symbolique, de dieux, ou, voilà. Mais tu as des visages qui sont assez ressemblants. Hein. Je pense que bizarre. le phénotype de certains empereurs provenant de l'Orient devait pas être si éloigné que ça, effectivement. Des Arméniens et compagnie. Complètement, complètement. Et donc d'ailleurs les Arsacides, ces fameux Parthes, donc la fameuse flèche du Parthe, ce fameux cavalier qui tire, en s'enfuyant, qui tire derrière lui sur l'ennemi en faisant mine de s'enfuir, tout ça. Et bah, du coup la cavalerie, là aussi c'est pareil. Alors je vais pas dire qu'ils ont hérité ça des Oui, non, Achéménides parce parce qu'à que mon bon, avis, c'est une technique de combat largement répandue voilà, dans le on est coin. d'accord. Oui. Mais il en reste pas moins que par contre, ce qu'ils auront fait, les Parthes, c'est, de développer ça. Et là, sur un petit peu au niveau de la structure, sur le modèle achéménide. Parce qu'autant effectivement les Parthes, c'est donc on va dire un peuple donc nomade, on va dire semi-nomade, nomade, et donc, habitué au cheval et cetera et cetera. Mais pour autant, ils ont quand même, structurer cette espèce donc d'habitus équestre en division, ceci avec des lourds, avec des légers, avec des moyens, etc. Et donc selon quand même, on va dire un modèle qui leur vient probablement, on va pas non plus balancer des affirmations parce que n'en sait rien, mais probablement quand même une structure qui leur vient de l'armée perse, achéménide, avec donc qui était relativement structurée, avec donc des divisions de cavalerie. En plus, c'est relativement simple, tout est décimal, hein. Il n'y a pas de cohorte H125 ou je sais pas quoi. Non, non, c'est décimal. Tu es un chef de 10, tu es un chef de 100, tu es un chef de 1000, tu es un chef de 10 000. Mais Voilà. ça dénote déjà quand même, au-delà de l'habitus, effectivement, des steppes, ça dénote quand même une société structurée et assez riche, parce que ce qu'on oublie aussi parfois, alors pour des gens qui sont nomades, le cheval est un compagnon presque obligatoire, mais ça coûte cher. Ça coûte cher à entretenir. Un cavalier, une armure, ça coûte très cher et tout ça. Donc ça sous-entend quand même on va dire, une aristocratie assez importante et donc des richesses. Parce que le cavalier, c'est ce qui coûte quand même le plus cher à maintenir. Parce qu'il y a un homme et il y a sa monture. Donc ça dénote quand même une certaine puissance pour avoir une cavalerie importante. Ouais. Ah oui, oui, complètement. Mais après, d'un autre côté, là aussi, l'avantage, on va dire, les, ouais, l'avantage de posséder, de plus en plus de terres, ben, tu possèdes également de plus en plus de richesses. Donc tu peux aussi te permettre, en étant relativement étendu, en tout cas davantage que quand tu étais au stade tribal, où tu avais des rois, des petits rois, des rois telés, qui étaient finalement que des chefs de tribus, ben, quand tu commences à acquérir des terres, et à acquérir également les structures étatiques mises en place par tes prédécesseurs, ben, du coup, ça te donne accès aussi à davantage de moyens. Donc, tu peux également te permettre des choses que tu ne pouvais pas avant. Donc, effectivement, par exemple, la cavalerie, qui est bien évidemment le cheval qui est le compagnon de tous les nomades de la création, bien sûr, mais pour autant, bah, les mecs, ils étaient plus ou moins cul nus avec leur arc et c'est tout. Mais à partir du moment où tu commences à avoir accès à un certain nombre de richesses, et notamment aux façons de les utiliser, bah, du coup, bah, tes cavaliers, bah, ils sont plus cul nus, ils ont des armures, et puis tu les regroupes en escadrons, et puis tu as des chefs d'escadron, et puis tu commences à réfléchir à des doctrines tactiques, à plus faire bah, ce que tu faisais quand tu étais un cul nu. Là, tu n'es plus trop un cul nu. Donc voilà, il y a aussi toute cette espèce
de modifications bon, lentes, mais malgré tout, bon, en l'espace de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est pas si lent que ça, on finit par transformer un petit peu comment dire, la philosophie du peuple, notamment la philosophie militaire, en tout cas les façons de faire la guerre. Même si ça reste bien évidemment axé sur la cavalerie, ils ont là aussi, les Parthes, bah, ils ont eu des unités, par exemple, d'infanterie. Alors que bon, eux, dans la steppe, ils s'en foutaient. Pas qu'ils en avaient pas besoin, mais bah, oui, concrètement, ils n'en avaient pas forcément besoin, c'était pas leur truc. Mais en étant en contact et en acquérant des terres d'empire, des vieilles terres de civilisation, bah, ils ont fini aussi par se dire que finalement, l'infanterie, ça peut être pas mal. Alors dans les steppes, ça va pas nous servir, mais peut-être pour aller taper sur la gueule d'une province plus ou moins révoltée, bah, ça est bien de balancer quelques centaines d'archers avec Oui, quelques pour petits un pistolets. siège aussi, c'est mieux. Voilà, ouais, ça risque de faire le taf. Et oui, notamment, oui, des engins de siège aussi, hein, bien entendu. Et donc, quelque part, les Arsacides ont hérité de tout ça également. Ils ont également hérité de la diplomatie. Et, enfin, en tout cas, de toutes les habitudes diplomatiques d'un empire, ou en tout cas d'une nation maîtresse d'elle-même et sûre d'elle-même. Alors que, bon, à la base, les Parthes, bon, ils faisaient de la diplomatie. Ah, on a perdu Dargos. Attendez. Ah, pardon, On t'a perdu. T'as dû oublier de push to talk. j'ai mon doigt qui a glissé, ouais. Ah bah ouais, j'ai le doigt humide. Donc ouais, ouais, donc en fait, ouais, ils ont également, donc les Parthes ont été également, entre guillemets, alors est-ce que c'est un héritage ou est-ce que c'est une contrainte? Parce qu'au bout d'un Oui, c'est moment, une obligation, hein, de toute façon, voilà, effectivement. Oui. mais il n'en reste pas moins qu'ils se sont quand même glissés dans les structures diplomatiques qui existaient déjà. Même si les Perses n'ont jamais fait de diplomatie avec les Romains, on est d'accord, il n'en reste pas moins que ce soit vis-à-vis de tous les peuples mésopotamiens, qui étaient toujours pas à deux doigts de la révolte, mais enfin, en tout cas qui sont jamais contents, un petit peu comme le peuple égyptien, hein, qui est jamais content non plus. En tout cas, ils ont été entre guillemets contraints, mais ils ont quand même utilisé les structures diplomatiques qui existaient, notamment avec les peuples du Caucase, de l'Anatolie aussi, et bien évidemment avec les Romains. Mais bon, voilà, les Romains, bon, si, il y a eu énormément de diplomatie, il n'y a pas eu que des batailles. Donc cette diplomatie-là, donc internationale, hein, ni plus ni moins, bon, les Parthes, ils n'avaient pas forcément l'habitude. Donc ils en étaient quelque part bien contents également de retrouver des structures, parce qu'il faut bien se dire que les Parthes, ils n'ont pas remplacé le peuple entier. Donc ils se sont glissés, ils ont utilisé les gens, alors aristocrates ou personnes bien placées, qui étaient déjà là à l'époque perse, pas forcément, parce que bon, ils étaient peut-être morts depuis un moment, mais en tout cas, Séleucides. De toute façon, les Séleucides ont repris un certain nombre de personnes qui étaient, tu peux pas non plus sabrer toute l'administration d'un seul coup, quoi. Donc du coup, les Parthes ont repris ça également. Ils ont repris la religion aussi. Eh oui, la religion. Les Parthes, Bah, les Parthes. est-ce qu'il l'était pas avant? Bah, petite Non, question, hein. Non, il était. Non, mais c'est intéressant, je trouve, parce que tu vois, non, 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 D'accord. non, il semblerait que de base, non. Non, c'était Oui, des polythéistes quelconques, quoi. ouais, des polythéistes de la steppe standard, D'accord. effectivement. Ouais, tu vois, j'aurais cru que, Non, effectivement. Ok, ok. Ouais, c'est intéressant. non, mais bien entendu, on ne sait pas à quel moment, mais parce que bien entendu, les Parthes, là aussi c'est pareil, c'est un petit peu comme les Scythes, c'est un terme un peu fourre-tout. Il y a les parties du sud, du nord, de l'ouest, etc. Bon, bref, il y a genre, je pense qu'il y a un auteur grec qui doit énumérer, je ne sais pas combien de peuples Parthes. Mais il n'en reste pas moins que les Parthes ont quand même été au contact des Perses pendant relativement longtemps. Et donc, à un moment donné ou à un autre, effectivement, à l'image peut-être de certains rois nordiques, hein, les Islandais, les machins, etc., à un moment donné, ils ont dû se convertir au zoroastrisme. Et donc, du coup, parce qu'en même temps, ça leur allait bien, parce que toutes les structures étatiques euh,
qui venaient de conquérir, bah, étaient zoroastres. Donc du coup, ça a dû à un moment donné, ceux qui ne l'étaient pas encore ont dû se dire bon, ouais, ça serait une bonne idée parce que comme ça, on va pas se faire chier et puis voilà, ça mettra un petit peu d'huile dans les rouages. Et effectivement, ils ont été bah, purement et simplement zoroastres, voilà, Ahura Mazda, machin et compagnie, voilà, Zarathustra, ainsi parla-t-il. Donc ouais, ouais, non, les Arsacides ont été, on va dire, les plus proches héritiers, que ce soit géographiquement, ethniquement et temporellement des Achéménides, puisqu'ils étaient eux-mêmes iraniens. Oui, ils réclament de toute façon, ils réclament, on est d'accord, Ouais, cette ouais, ouais. ascendance, quoi. Même si en fait c'est des sites qui viennent, qui s'installent en partie et qu'on appellera part après, enfin je veux dire qui prennent la partie, Oui, oui. finalement ils vont revendiquer cette filiation Alors, plus que la filiation c'est le CID, ce qui est enfin je veux dire ce qui ah, est un oui, oui. témoignage, quoi. Ah oui, oui, complètement, oui, bah, là, on sent bien, enfin, alors ça sera encore vraiment plus prégnant avec les Sassanides, puisqu'ils en feront réellement une définition d'eux-mêmes, mais les Parthes, effectivement, les Parthes se revendiquent, on sent bien on va dire la volonté d'appartenance ethnique euh, à la Perse en général et aux Achéménides en Hmm. particulier, puisque c'est le modèle impérial, on va dire, fondateur et indépassable quelque part. Mais non, non, les Séleucides, on va dire les Séleucides et par extension tous les peuplades de l'Ouest, non, ce sont des antagonistes, entre Oui, c'est guillemets, ça. par C'est définition. intéressant parce que ça, comment dirais-je, amène le fait que malgré ce qu'on a pu dire avant, enfin ce que tu as pu dire, excuse-moi, avant sur on va dire comment dirais-je, la tentative des Séleucides de se fondre dans ce contexte local, il reste quand même des souverains étrangers et donc comment dirais-je, des gens dont on ne revendique pas l'ascendance, quoi, parce qu'ils viennent d'ailleurs. Non, mais je trouve Ah que oui, c'est assez oui, oui, intéressant. Ouais. oui, oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Alors après, c'est toujours pareil, c'est d'autant plus facile, on va dire, de considérer les Séleucides, par exemple, comme des antagonistes, ou en tout cas, comme des gens à qui on ne veut pas s'identifier. C'est d'autant plus facile quand ils sont en position de faiblesse, bien Oui, oui, entendu. oui, puis que c'est les ennemis. Plus que finalement, peut-être que s'ils avaient pris le pouvoir au détriment des Achéménides, ils auraient effacé ce qui était avant. Enfin voilà, mais oui, 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 oui. oui, oui. Non, Pardon. mais je pense il y aurait quand même certainement eu quand même une volonté de filiation, de la même façon Oui, c'est vrai. que Mm. Darius s'est vanté de sa filiation avec Cyrus et Cambyse, alors que c'était pas du tout la même famille, ni rien du tout. Alors que c'est ni plus ni moins qu'un usurpateur qui a réussi, Darius. Bon voilà, mais malgré tout, il se rattache à ça. Et les Parthes également, pas parce qu'ils n'ont pas le choix, mais parce que finalement, ça va de soi pour eux, hein, que c'est le meilleur modèle auquel s'identifier. Mais les Séleucides, non, les Séleucides, on va dire, ça a dû commencer par être des partenaires, puis c'est devenu des partenaires un petit peu gênants, puis c'est devenu des partenaires sur qui on peut taper, puis c'est devenu des ennemis, et après c'est devenu des trous du cul qu'on va repousser le plus loin à l'est possible, à l'ouest possible. Voilà, et puis après, comment dire, les Séleucides, ça leur allait bien aussi, puisqu'eux, ils se concentraient énormément sur la Syrie, sur les provinces méditerranéennes, donc la Syrie méditerranéenne, la Phénicie, la Judée, bien sûr, hein, pomme de discorde éternelle avec l'Égypte, hein, l'Égypte ptolémaïque. Donc voilà, donc les Séleucides, quelque part, ça leur allait bien aussi, parce que voilà, tous ces peuplades un peu barbares, bien sûr, toujours, les barbaroïs, on revient toujours là, de l'Est de l'Iran, ou de l'Iran tout court même, hein, ouais, c'est un petit peu des trous du cul. Nous, on est bien, on a du pognon, on est, on est à Damas, voilà, on est à Alexandrie de Syrie, on est bien. Donc voilà, mais pour les Parthes, non, pour les Parthes, enfin, il n'y avait pas forcément de volonté non plus de conquête universelle comme les Achéménides, hein. Mais bon, c'était, on reprend le maximum et vous dégagez, quoi. Voilà, si vous voulez vous garder un petit pied à terre là-bas,
côté Non, mais ouais, c'est latine. intéressant, d'autant plus que c'est sans doute ceux qu'on connaîtra bien mieux, les Sassanides. Et c'est vrai que l'absence de sources fait que là aussi, on est un peu obligé de baser sur des sources bien plus nombreuses que sont celles de leurs ennemis grecs et romains, quoi. Donc il y a un peu toujours cette continuité, quoi. Mais bon, après, ceci étant dit, je pense que la culture grecque n'avait pas du tout disparu, mais je trouvais intéressant effectivement qu'ils se revendiquent plutôt comme successeur proprement iranien. Ah oui, Mais bon, oui, je te oui, laisse continuer avec oui. Ouais. les Sassanides, par Ouais, exemple. alors parce que là derrière, du coup, on fait un petit bond entre le. Bah oui, parce que du coup, on passe de moins de 200 à plus de 100, plus de 150, 250 après Jésus-Christ. Donc, effectivement, bah, la dynastie parthe, bon, bah, finit un petit peu comme toutes ces dynasties, dans des querelles de clans, dans les usurpations, les complots, les assassinats, je te renverse, tu me renverses, bon, ça finit en quenouille, malgré quand même une belle durée, quand même. Et donc, du coup, nouvelle dynastie qui prend le pouvoir en Iran, les Sassanides, donc d'après Sassan, soi-disant hein, fondateur mythique hein, de la dynastie. Donc les Sassanides, on appelle Sassanides parce qu'il y a eu un mec qui s'appelait Sassan. Bon, donc Sassan, Sassanide, bon, pourquoi pas. Alors, les Arsacides, c'était pareil, là, d'ailleurs. C'est pareil, c'était Arsa, Arsacide, bon, Sassan, Sassanide. Voilà, on fait simple. Qui donc, eux, régneront dans le secteur, donc sur l'Iran, sur la Mésopotamie, un morceau du Sud-Caucase aussi, donc avec de très fortes tensions bon, qui éclataient en guerre hein, fréquemment, avec l'Empire romain, bien évidemment, hein, qui aussi était plutôt impérialiste, et les Sassanides également. Donc les Sassanides, qui eux sont une dynastie qui durera de 250 jusqu'à 630, 640, 650, ouais, à peu près 400 ans, jusqu'à la conquête musulmane. Du coup, bah, la dynastie disparaîtra. Mais donc les Sassanides, plus encore que les Arsacides, eux se revendiquaient réellement de la filiation, enfin totalement, intégralement de la filiation des Achéménides, où ils ont véritablement repris absolument tous les codes, tous les gimmicks, tout ce qu'on a vu avec les Achéménides, les Sassanides, donc rappelons-le, en 250 après Jésus-Christ, soit pratiquement 500, bon, mettons 600 ans après les Achéménides, eux se revendiquaient totalement de la filiation achéménide. Même si c'est une filiation totalement revendiquée, mais qui se basait quand même sur beaucoup de mythes. C'est-à-dire qu'en fait, ils se rappelaient même pas vraiment le nom exact des rois, ni même des rois achéménides, hein, ni même de la succession des rois qui étaient avant machin, qui étaient... Non, eux, c'était vraiment quelque chose d'un peu mythique. C'était un petit peu tombé dans l'oubli en termes historiographiques, mais ils savaient que qu'ils avaient existé, ils savaient qu'ils avaient conquis voilà, le monde connu, etc. Et donc ils se rattachaient à ça. En fait, c'était un petit peu fantasmatique. C'était comment dire, c'est une succession un peu fantasmatique. Ils se revendiquaient des Achéménides, mais sans vraiment savoir qu'est-ce que c'était réellement les Achéménides. Ils savaient qu'il y avait des grands rois, ils savaient que ci, ils savaient que ça. Ils étaient bien évidemment eux aussi totalement zoroastres. Euh, donc, ils ont, alors pareil, ils ont fait, euh, ils ont repris, bon, évidemment, les titulatures, les rois des rois, etc. Les iconographies, les mêmes lieux d'ailleurs, hein, là où il y a les tombeaux des rois perses achéménides, bah, du coup, les rois sassanides aussi, ils ont mis leur petite empreinte, ils se sont fait enterrer là, et puis ils ont fait de jolies gravures dans le roc. Ça, c'est un Hiroshtam. Par contre, du coup, tu peux peut-être mettre la 11, si je m'abuse. Je ne sais pas. La tête du roi. Alors, attends, je me suis planté. Parce que j'ai mis la carte hein, déjà.
Ouais, bah 13, 14, 15, ouais, après tu les mets dans Ok, l'ordre. ok. Non, c'est bon, mais bon, on verra, vas-y. Moi, Ouais, j'avais donc, mis la carte, hein, de toute façon, voilà, pour quelque ouais, chose si ouais, tu tout à fait. Bon, c'est pas, bon, c'est magnifique. Assistant est, est très pointu. Donc voilà, oui, donc vous voyez que l'Empire des Sassanides, à peu de choses près, ça recouvre bon, la majeure partie de l'Empire achéménide, donc moyennant bah, l'Anatolie qui est province romaine, et l'Égypte, bien sûr, qui est également province romaine. Donc voilà, l'Empire des Sassanides. Bon, par contre, bon, l'est de la carte, ouais, on peut imaginer que oui, effectivement, ils avaient une domination sur ce qui correspond à l'Afghanistan actuel, ainsi que sur le sud de la mer d'Aral et l'est de la Caspienne. Mais bon, grosso modo, on reste un petit peu toujours dans les mêmes territoires, hein. Et donc, ouais, les Sassanides, eux, se revendiquaient véritablement comme les successeurs des Achéménides. Donc avec, bah, toujours pareil, hein, l'administration, les gouverneurs provinciaux, toujours pareil, un peu plus que les Arsacides, qui étaient un petit peu plus flexibles à ce niveau-là, ou qui étaient un peu plus lâches, ou qui ont pas, de par leur nature, qui n'avaient pas forcément, on va dire, le truc vraiment de développer de l'administration, même s'ils ont du coup hérité des administrations précédentes, mais ils n'ont pas vraiment développé. Les Sassanides aussi, beaucoup plus, hein. Les Sassanides ont vraiment développé l'administration. Ils ont repris le système de gouverneurs, de satrapes. Donc voilà, au lieu que ça s'appelait des satrapes, ben, ça s'appelait des koustes, pourquoi pas. Mais le principe était le même. Du coup, par contre, la différence aussi avec les. Alors, c'est bien de parler d'héritage, mais il y a également quand même quelques différences. C'est que les Sassanides étaient quand même un régime nettement plus théocratique que les Achéménides. Le roi était quand même beaucoup plus que le roi perse, que le roi achéménide. Le roi sassanide était beaucoup plus le vicaire des dieux, beaucoup plus. Euh, Beaucoup aussi dans la vie quotidienne, beaucoup plus comment dire, de conscience religieuse, même parmi le peuple, hein. Tout était quand même tourné autour ouais, des dieux. Mais comme je l'avais dit la dernière fois, enfin, moi je le vois aussi, enfin, je connais ça d'un point de vue, j'allais dire je connais ça d'un point de vue extérieur, mais des sources, j'entends romaines, ça tient aussi à mon avis à ce nouveau danger qui survient finalement à peu de choses près au moment où ils prennent le pouvoir, hein, au milieu du IIIe siècle. On a déjà un christianisme qui n'est pas encore une religion officielle, mais qui est déjà bien installé, qui deviendra peu après une religion officielle. On a quand même en face de soi un empire qui n'est plus juste un antagoniste territorial, qui est aussi qui a une prétention universelle de par l'empereur en lui-même, mais aussi de par le fait qu'il est le lieutenant, le vicaire du Christ, le lieutenant de Dieu sur terre, et on a un monothéisme en face de soi qui convertit, et on se retrouve aussi avec un problème chrétien chez les Sassanides eux-mêmes, hein. Ah oui, Au oui, fur et à oui. mesure des hérésies et compagnie, je sais qu'il y a beaucoup de communautés chrétiennes dites hérétiques, hein, qui trouveront refuge chez les Sassanides et qui seront finalement assez vite vus comme voilà, cette potentielle cinquième colonne chrétienne affiliée à l'Empire romain qui force un peu à ressouder la population autour du zoroastrisme. Donc c'est quand même intéressant parce qu'il y a voilà, c'est du Oui, 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 géopolitique et du religieux. non, mais complètement, il y a du conflit religieux. Mais en fait, ce qui est, on va dire, ce qui est assez particulier avec les Sassanides, c'est que du coup, eux, ils ont été antagonistes alors que l'Empire était païen, l'Empire est devenu chrétien et ils étaient toujours antagonistes. Ouais, bien Donc sûr, bien aussi, sûr, bien sûr. la menace a un petit peu, la menace romaine a un petit peu changé d'âme aussi. Parce qu'en fait, voilà, au début, les Sassanides, bon, ben, grosso modo, entre 250 et, allez, quand même, on peut le dire, au moins jusqu'à la conversion de Constantin, Au moins, oui, euh, oui, tout à fait.
même on peut aller plus loin, on peut même dire que Oui, oui, oui. jusqu'à Oui. Théodose, puisque c'est Théodose qui fait du christianisme, si je m'abuse, la religion d'État, officielle et unique. Ouais, mais au moment du concile, enfin bon, bah, on s'en fout, c'est pas le sujet. Même à Nicée, Mais oui, oui, même oui, à oui, Nicée. oui, mais je trouve que c'est une menace qui change un petit peu de nature parce que c'est plus qu'une menace militaire, c'est même une menace civile importante, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. Oui, oui, bah oui, parce que il y a bien évidemment des religieux qui se sont, bah, qui sont nés dans l'Empire sassanide, qui évidemment menaçaient le zoroastrisme, donc notamment, mais alors peut-être d'ailleurs, sans vouloir te donner de conseils, peut-être un jour faire une petite soirée sur le manichéisme. bah, écoute, je vais te dire, alors, déjà, tu peux le faire, Toi-même, toi-même, voilà. enfin, c'est pas que c'était prévu, mais j'y ai pensé. En plus, j'ai un bouquin sur Mani et tout ça, mais j'ai pas encore trouvé. C'est pas au programme, et c'est vrai que bah, j'ai fait mon programme et tout ça, et j'ai pas encore trouvé le. Je sais pas, je vais voir. Peut-être un jour, mais c'est pas Ouais, prévu. C'est pas non, mais prévu. après, pas forcément enfin, sur le manichéisme en lui-même, mais c'est vrai que ces histoires d'hérésie orientale, hein, parce qu'effectivement, c'était toujours, enfin, c'est Alors, il resté y aura une tier longtemps. list un jour des hérésies chrétiennes, hein, Oui, oui, mais c'est je le vrai. ferai, ça c'est prévu en fin d'année prochaine, je pense. Mais il y avait aussi Scofron qui devait, enfin qui m'avait proposé il y a déjà très longtemps, au moment où j'ai lancé la chaîne, de faire une vidéo de ce type-là pour parler de la guerre bah, très importante entre Héraclius et l'Empire, qui aboutit finalement quasiment plus à sa fin que les musulmans, qui viennent un peu conquérir j'allais dire les restes, non, mais d'un empire qui est à l'agonie. Et Ouais, ouais. dans ce cadre-là, je me suis dit qu'on aurait pu en parler, tout ça. Mais bah, pour le moment, il m'a pas relancé. Donc, il m'a relancé il y a 2-3 mois, mais j'ai plus de nouvelles. Donc, Oui. voilà. Mais Mani, j'y ai pensé, mais en fait, je savais pas dans quel cadre le faire. Les vidéos historiques, j'avais pas forcément envie. Et les onanismes et découvertes, il y a tellement de sujets à couvrir que, tu vois, ça m'était même Oui, sorti de la oui. tête. Tu fais bien de m'y faire penser, je vais le renoter pour la Non, suite. bah après, peut-être de façon périphérique, parce qu'après, c'est vrai que c'est intéressant, ces hérésies orientales et la façon en fait, dont elles deviennent, comment dire, un repoussoir, ouais, aussi bien pour l'Empire romain chrétien que pour l'Empire Mais sassanide. n'hésite pas à venir le faire, hein, je suis très sérieux et sans vouloir non plus Ouais, après, me franchement, décharger, hein. ouais, bah, par contre, il faudrait que je me documente. Bon, Parce que j'ai pas de bouquin sur il y en a en tout le. cas, je te le dis, j'en ai et il y en a. Ouais, ouais, écoute, je prendrai des refs avec plaisir, hein. Ouais, bien sûr. Euh, même si je suis pas fan de manière générale, je suis pas très très fan de l'histoire religieuse en elle-même, quelle qu'elle soit d'ailleurs, quelle que soit la religion. Mais là, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça touche beaucoup de sujets périphériques et ça peut être élargi. Donc, ouais, ça peut être intéressant. Mais bref, nos amis sassanides, ben, donc, ouais, bon, ben oui, qui eux-mêmes, bon, c'est toujours pareil d'un autre côté. À partir du moment où la structure étatique devient particulièrement attentif aux faits religieux et se pose en tant que garant de l'ordre religieux et non plus seulement civil, du coup, il y a des gens qui sont pas contents. Et les gens qui sont pas contents, bah, ça devient vite des hérétiques, voire des fondateurs de nouveaux cultes, etc. Et donc, effectivement, plus on peut se dire que plus une structure étatique devient religieuse, ou a des tendances à la religiosité, plus il y aura des hérésies, Hmm. des gens qui seront pas C'est contents et sûr. qui, du coup, Ça, c'est clair. Ouais. voilà, On l'a vu. essaieront de faire, et voilà, D'ailleurs, essaieront il y en de a faire. plus aujourd'hui, hein. C'est un signe. D'ailleurs, j'en parlerai peut-être dans un bouquin bientôt. Je sais plus si je l'évoque, mais aujourd'hui, il n'y a plus. Enfin, on a eu le févrisme et compagnie, mais aujourd'hui, il n'y a plus de grandes hérésies dans tous les monothéismes. C'est assez Oui. étrange. C'est vraiment très Ouais, très ouais, ouais. étrange. Ah oui, c'est devenu j'ai envie de dire, c'est devenu des trucs un peu pittoresques, quoi. Ouais. Bah en tout cas, et on pourrait dire que l'islam est toujours aussi fort et ouais, les églises évangéliques sont pratiquement des hérésies, mais c'est pas en fait le sujet est pas tellement de savoir si c'est des hérésies ou pas. Tu peux avoir raison, mais le sujet est de savoir comment, tu vois, on s'y oppose. Et aujourd'hui, il n'y a plus de mouvements, comment dirais-je, de conciles Non. qui vont les condamner, ce genre de choses. Voilà, il y a plus. En plus de ça, aujourd'hui, les églises évangéliques, au travers du protestantisme, sont quand même sorties de l'orbite catholique, donc c'est quasiment une para-religion, un peu de choses près. Ouais.
Ouais, Mais c'est ouais. intéressant parce que même dans l'islam, on pourrait toujours me dire, mais si, il y a des courants, regarde au Yémen, j'entends, mais je veux dire, c'est plus aussi prégnant ou effectivement, ce qui est un signe Ouais. effectivement d'une religion passée au second Bah, plan, quoi. on va dire que les religions, donc les monothéismes en tout cas, ne se sentent plus menacés, en tout cas. C'est possible, c'est possible. Ils se sentent plus menacés. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on peut dire, ouais, mais il y a le chaféisme, par exemple en islam, il y a Bien le sûr, bien sûr. chaféisme, il y a machin, ah, les soufis, quand même, c'est un peu juste, machin. Oui, bien sûr, si on se tient à la parole d'Allah dans le Coran, etc. Oui, mais j'ai envie de te dire, si tu te torches de la main droite, t'es déjà un hérétique Non, mais presque. ce qui Donc, se passe aujourd'hui avec les Druzes, ce qui s'est passé en Irak et tout ça, on peut dire oui. que ça ressort de la même chose, mais c'est différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans, Ah, on n'est pas dans une autorité qui exclut et tout ça, on est vraiment dans des conflits qui mêlent aussi oui, de la politique et de la ah géopolitique. oui, oui, politique, Euh, ouais, c'est la géopolitique même, ouais, alors on complètement. Là, pourrait il y dire a, que les Qatars aussi il y avait une, mais c'est pas, voilà, vous n'avez pas une autorité religieuse qui désigne un courant définitivement hérétique et qui autorise, voilà, une partie des croyants à aller se battre contre ceci au nom de la religion. Mais ouais, on peut le discuter. Hein. Certains nous diraient peut-être qu'on a tort, les Druzes, les machins, mais ouais, ouais, mais je ça pourrait ressens faire. quelque chose de différent quand même sur Ouais, effectivement ouais, ouais, mais l'hérésie. là, je suis d'accord aussi. En tout Ouais, cas, ouais, je ça pense marche, je pense, qu'effectivement. pour le christianisme, qui a acté la séparation voilà, en plusieurs entités et qui, effectivement, en tout cas pour le catholicisme, a abandonné l'idée de croisade même Oui, spirituelle contre l'hérésie. Quoi. alors après, je pense aussi que possiblement, il y a certainement qui joue, doit y avoir également le niveau de menace perçue, certainement. Parce qu'effectivement, une église chrétienne, euh, on va dire relativement jeune, va peut-être également considérer beaucoup de choses comme des hérésies. Alors qu'aujourd'hui, bon, ça sera absolument pas considéré ni comme une menace pour on va dire l'existence même de l'Église catholique, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est Bon. probable, c'est probable. C'est même Donc, quasiment peut-être vu comme presque comme un allié face à un monde vachement plus mondialisé et où l'islam est beaucoup plus en contact et finalement on préfère un chrétien même voilà. hérétique à un musulman. Voilà. Ouais, d'ailleurs, on pourrait même se demander, parce que là, franchement, j'en ai aucune idée. En tout cas, moi, je me demande, là, comme ça, puisqu'on en parle, que c'est bien, parce que du coup, le débat, enfin, on va dire, la discussion est ouverte. euh, C'était quand la dernière fois que un pape, donc quand même le chef de l'Église, a excommunié quelqu'un ou un groupe de gens? À une Ça remonte. excommunication, la dernière, putain, c'est une Ouais, excellente question. Je serais non, mais tu vois, je veux dire, rien incapable que, de te le rien que dire. ça, quoi. Ben, voilà, Bah, moi est-ce non que plus. Monseigneur Lefebvre a pas été excommunié? Je crois que si, hein, par exemple. Mais, alors, non, peut-être mis à l'index, je sais pas, parce que c'est différent, mais peut-être C'est mis à possible. l'index. Mis à l'index, je pense que C'est c'est un petit peu possible. un cran avant. Mais excommunier, tu vois, vraiment exclure de la communauté des croyants, de Lui, l'Église, il de a été l'Ecclésie. excommunié en 88. Ah, bah, Ouais, 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 ouais. Elle a été ah, levée par Benoît XVI, je me souviens. Exact. ah ouais, Exact. bah, Ouais, ouais, il avait je- été excommunié. Mais bon, c'est devenu effectivement rarissime. ouais, On bah va pas ouais, excommunier Emmanuel Macron, quoi. non. C'est Ah, ben Carlo voilà. Maria Vigano en 2024, d'accord. Donc tu vois, il y en a toujours. Mais c'est vrai que c'est. Regarde, qui c'est ça? Tu vois ce que je veux Je dire? sais pas qui c'est. Non, mais voilà, donc c'est effectivement la preuve. Enfin bon, on s'éloigne, vas-y, retourne sur les Ouais, ouais. Sassanides. Donc nos amis sassanides, bah, aussi, Ah si, si, attends, avaient un également. dernier truc que je voulais dire, excuse-moi. C'était comme sur la religion, désolé, je t'interromps encore, mais c'est Non, non, pareil sur l'usage de la langue qui a priori, évolue. Là où les Arsacides utilisaient encore un peu le grec, peut-être aussi que ce n'est pas que une volonté, on va dire politique et administrative de remettre le perse ou je sais pas, le Pahlavi, là ou je sais pas quoi, au centre. oui, oui, ah Peut-être oui, aussi que oui, plus oui, oui. personne ne maîtrisait le grec au bout de 300 ans aussi, quoi. Ça paraît très Oui, ah logique. bah après, il y avait quand même. Ah bah, le problème, c'est qu'il y a quand même. Alors, plus personne, non, pas plus personne, parce qu'après, il y avait quand même toujours des contacts, vu l'étendue, notamment l'étendue vers l'ouest de l'Empire sassanide, ils étaient obligatoirement en contact avec le monde romain, et qui dit d'être en contact avec le monde romain, était obligatoirement en contact aussi avec le grec, quand même. Oui, mais il faut quand Euh, même une population, tu vois ce que je veux dire, il faut des Ah locuteurs, oui, 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 faut oui, des oui, non, locuteurs mais en bien sûr. nombre et tout ça, quoi. Non, mais Ah bah c'est oui. intéressant de voir ce qui est Ah une oui, volonté et ce qui est aussi acté simplement une transformation. tout à fait. Non, Voilà. non, mais c'est vrai que la langue, effectivement, j'allais y venir, effectivement, mais la langue, effectivement, c'est quelque chose
dans l'esprit en tout cas des Sassanides, faisait partie constituante de leur identité iranienne et donc par-delà, toujours pareil, le passé mythifié des Achéménides. Hein, et donc du coup, de revenir, toujours pareil, c'est un petit peu toujours le même principe, hein, où que ce soit dans le monde, de revenir effectivement à la langue que parlaient nos ancêtres. Et donc effectivement, le Pahlavi, qui est une évolution du perse, tu as le vieux perse, le moyen perse, etc., comme le moyen anglais, le vieil anglais, le moyen anglais, le vieux norse, etc., la plupart des langues, notamment les langues indo-européennes, puisque le perse est une langue indo-européenne. Donc du coup, effectivement, les Sassanides ont fait un gros effort, en tout cas un effort de volonté. Est-ce que ça s'est traduit dans les faits? Oui, certainement, parce que là aussi, il y a eu quand même des contraintes aussi, que les gens, le peuple, Pégu, emploie la langue perse. La langue perse de l'époque, c'est le Pahlavi, c'est une évolution centenaire du vieux perse, hein, donc ça reste de l'indo-européen. Alors c'est vrai que j'ai pas pris d'exemple visuel du Pahlavi. Mais bon, ça reste une langue indo-européenne, indo-iranienne même, peut-on dire, avec beaucoup de A. Les voyelles, c'est toujours A. Il y a très peu de U. Il y a très peu de O. Il y a quasiment pas de O. C'est beaucoup de A, beaucoup de I, etc. Bon, voilà. Mais ils ont fait un effort là-dessus. L'architecture, pareil. L'architecture, ils ont essayé, toujours pareil. Il faut se dire qu'on est au 4e, au 5e siècle de notre ère. Ils avaient sous les yeux que les ruines euh, achéménides, mais ils ont essayé pareil, de bâtir une architecture monumentale sur le même modèle, en tout cas, sur un modèle que eux imaginaient, mythifié, toujours pareil, mais voilà. Donc ils ont été beaucoup plus que les Parthes, et ils ont été des bâtisseurs, les Sassanides. Euh, bon, après, c'était à prétention monumentale, c'était pas forcément à prétention défensive, hein, puisque les Romains ont repris Nisibes, euh, si je ne m'abuse, capitale mésopotamienne des Perses. Du coup, attends, il y a comme image là. Voilà, voilà. Bon, par exemple, voilà, ça, c'est un bas-relief qui a été gravé qui a été gravé à l'endroit même des tombeaux des rois perses achéménides, là où également sont fait enterrer certains rois sassanides. Et donc là, effectivement, nous avons le roi sassanide, alors, si je ne m'abuse, c'est Chapour Ier. Ouais, c'est pas l'empereur valentinien qui vient. Lequel tu Alors, dis? il y en a deux. Il y en a deux. Ou alors je confonds, Non, non, tu confonds pas, mais il y a théoriquement, on va dire les exégèses disent que sur ce bas-relief, il y a deux empereurs. Donc là, enfin, il y a deux empereurs. On peut dire qu'il y en a même trois, puisque donc il y a l'empereur sassanide, Chapour Ier, et donc celui qui est à genoux, ce serait Valérien. Ah oui, ok. Valérien, le fameux Valérien dont finalement on l'aurait écorché vif et il aurait été empaillé, enfin bref. Ouais, 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 je me souviens, ouais, Et effectivement. celui qui est debout à côté de Valérien, qui donc est à genoux, ce serait Philippe l'Arabe, D'accord. Ok. soi-disant. Soi-disant. Ouais, j'ai confondu Valentinien et Valérien. Ouais. Ouais, ça commence par V, ça finit par rien. Ouais, on va dire ça. Et donc voilà, donc il s'est quand même fait représenter, parce qu'il Non, bon, mais il a c'est quand pas la même. même époque, c'est les noms qui se ressemblent, mais il y a 100 ans d'écart entre les deux, quoi. Oui, 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 tout Mais à non, fait. non, mais my bad, excusez-moi, vous voyez, Voilà, non, c'est on sait pas Valérien. tout, hein. Ouais, ok, ok. Non, bah, on peut pas se rappeler de tout non plus. Mais là, c'est Valérien. Et Ok. donc, à côté, ce serait Philippe l'Arabe, soi-disant. Donc, on est dans le 30e siècle. Voilà, dans les 260, machin, 50, 60, sans Oui, doute. c'est ça, 260, je crois, Voilà, la capture et la mort de de Valérien, je Valérien. crois. Et donc voilà, donc le roi sassanide, quand même, a tenu à se faire représenter, voilà, soumettant ses empereurs Oui, bah romains. c'est l'iconographie, effectivement, impériale.
Oui, mais enfin, lui, quand même, il avait un avantage, c'est qu'il n'a pas inventé. Oui, oui, non, non, mais oui, bien sûr. Non, non, mais je veux dire. Valérien, il a bien capturé. Non, non, on est d'accord. Non, non, mais je veux dire, c'est que quand on remportait effectivement une victoire. Ouais, ouais, ouais. Oui, et donc, mais là aussi, c'est pareil. Est-ce que ce bas-relief ne fait pas écho au bas-relief de Darius Ier? Ouais, tout à fait. Ce que je disais au début, ouais, on a des représentations effectivement Ouais, mais similaires. par Ouais. exemple, mais tu vois, les Sassanides ont vraiment épousé cette iconographie, alors que les Parthes, beaucoup moins, par exemple. Par exemple, pour dire que les Sassanides ont vraiment embrassé cet héritage et l'ont vraiment adopté et développé à leur époque à eux, quoi. Avec bien sûr en prétendant revenir aux sources, même bien sûr que non. Ils reviennent pas aux sources, ils font avec leur intellect du moment, avec voilà leur philosophie du moment, leur mode de pensée du moment, voilà du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Mais dans l'idée, c'était vraiment se mettre dans les pas des anciens grands rois achéménides. Et donc ce bas-relief-là, il fait totalement écho au bas-relief de Darius voilà, qui piétine son opposant, son ennemi, voilà. Et c'est vrai que et en plus, c'est au même endroit. Enfin, en tout cas, c'est dans les mêmes lieux, dans les lieux achéménides, dans les lieux millénaires achéménides. Voilà, Behistun, Nakhirustam, etc., etc. Il y avait également, ils ont également maintenu un culte sur le tombeau de Cyrus. Cyrus II, le fondateur entre guillemets de la dynastie, hein, Cyrus II, pareil, c'est grâce, éventuellement c'est grâce aux Sassanides si le tombeau, alors potentiellement, hein, on a de fortes raisons de penser que c'est réellement le tombeau de Cyrus, c'est un petit peu grâce aux Sassanides, bon, grâce aussi aux Arabes derrière, aux musulmans qui n'ont pas détruit, mais il est toujours visible en Iran, hein, bien sûr. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie de cet héritage qu'ils ont totalement embrassé. Après, niveau organisation, voilà, hein, c'est une organisation étatique, voilà. Niveau militaire, pareil, hein, cavalerie plus des archers. Cavalerie sassanide qui était très redoutée, bien évidemment, par les Romains. Parce que bon, il y avait toujours des mecs plus ou moins pas à poil, mais bon, on va dire, ouais, on va dire un habit normaux, un habit classique, un habit civil presque, avec un arc. Mais il y avait également des putains de lanciers avec des armures de plaques. Bon, à côté des armures romaines, elles étaient presque un peu light, quoi. Donc, ouais, d'ailleurs, les Romains s'en sont inspirés pour créer des unités militaires sur le modèle des lanciers à cheval sassanides, les Clibanaires, les Clibanari, etc., Cataphractari, etc., etc. Ça a été typiquement pompé sur les Sassanides, parce qu'ils se sont dit, bon, la cavalerie lourde, ouais, quand même, quand bien lancée, ça picote. Et donc voilà, et ça, c'est typiquement cette histoire de cavalerie, c'est pareil. Là aussi, les Sassanides voulaient absolument conserver cette arme la plus populeuse, la plus nombreuse possible, hein, parce que la cavalerie, c'est l'arme des Perses. Voilà, là encore. Ouais, ouais, nos ancêtres, il y avait des grosses cavaleries, donc non, non, on garde une grosse cavalerie. Alors que les Sassanides étaient pas nomades, ils étaient beaucoup moins dans le trip nomade que les Parthes. Mais ils ont tenu à avoir cette cavalerie très nombreuse, et puis les archers, bien sûr, parce que l'arc, bon, c'est pareil, l'arc, c'est l'arme de l'honnête Perse, voilà, comme l'honnête homme de l'Ancien Régime, voilà, apprenait son Virgile, voilà, les Perses, il fallait qu'ils sachent tirer à l'arc, Oui, et puis voilà. c'est plus pratique effectivement dans un vaste empire nudiazate. Après, ça dépend de l'empire en question, de la topographie. Effectivement, dans un monde montagneux et compagnie, bon, c'est vrai que Oui, le oui, cheval mais, va mais plus vite que ouais, le ouais, bien maquis, sûr. hein. Mais ça, alors, tu as des contraintes, ou en tout cas, t'as des motivations pratiques, pratico-logistiques, mais tu as aussi, chez les Sassanides, c'était idéologique, hein. Oui, oui, non, C'était non, mais idéologique. c'est pas le. J'entends, hein, j'entends. Non, non, mais c'était Si, juste si. un côté, on va dire, voilà, pratique et en plus de ça, qui se conjugue à un état d'esprit, voilà, un état Ah oui, de. oui, c'était un retour sur ça. Mm. Ah, tout à fait. Donc, les Sassanides sont, en tout cas, eux-mêmes, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que eux-mêmes se revendiquaient. C'est-à-dire, c'est même pas que y a des historiens qui se sont dit, ah ouais, finalement, on peut déceler des non, non, eux se revendiquaient
comme étant les héritiers des Achéménides, avec bien évidemment des généalogies totalement farfelues, avec des noms qui n'ont jamais existé. Là ça fait un peu, ça évoque un petit peu les ascendances bibliques dans la Bible, avec Mathusalem, avec machin, avec Bidule, avec voilà, tous ces gens qui ont vécu des centaines d'années ou des milliers d'années. Eux, c'est pareil, ils avaient le même genre de trip. Ils avaient, on va dire, recréé des généalogies où effectivement tu avais des rois achéménides, mais qui s'appellent avec des noms totalement improbables, mais qui est pareil, où le règne a duré 150 ans, etc. C'était vraiment totalement mythifié, mais c'était totalement revendiqué aussi. Donc voilà. Euh, Ah, on t'a perdu. Pardon, après les Sassanides. Il nous demande si les cavaliers lourds sassanides étaient des fils d'aristocrates. Les fils C'est d'aristocrates. précis hein, comme Oui, les demande. fils. Alors oui, essentiellement oui. C'était des Parce que les familles. Romains, on sait que, que ce soit les Clibanari ou les cataphractaires, ce sont des soldats de l'armée romaine, entre guillemets, classiques, quoi, si je puis dire, en termes de provenance. Donc, est-ce que Non, les... alors là, non, là, c'était effectivement plutôt les aristocrates. Ouais, Hmm. ouais. C'était enfin, aristocrates au sens large, on va dire, mais oui, oui, c'était quand même plutôt les Parce aristocrates qu'il faut qui. voir que quand vous avez euh, comment dirais-je, le coup d'un cheval, le coup d'une armure et tout ça, là où si vous voulez avoir une démocratisation entre guillemets de l'armée, il faut qu'il y ait une production quasiment étatique, parce que sinon vous avez personne n'a les moyens de se fournir ce genre de matériel qui coûte excessivement cher. Donc si vous n'avez pas comme dans l'Empire on va dire une production étatique au bénéfice des soldats, je vois pas comment vous pouvez maintenir pour un Pékin moyen une telle armure, quoi. Donc voilà, Ouais, c'est ouais, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que on se rend, enfin, c'est pas qu'on se rend pas compte, c'est qu'on a du mal, effectivement, parce qu'on se dit toujours, enfin, en tout cas, on va dire, c'est un trope qui revient très souvent, en disant, mais quand même, l'Empire romain qui était étendu sur des millions de kilomètres carrés, mais comment il pouvait avoir une armée, entre guillemets, aussi petite? Parce que bon, finalement, 200 000 mecs pour, ouais, Alors là, oui, mais ça dépend. Si tu vois ça en termes territoriaux, mais ça dépend aussi en termes démographiques. Si oui, t'as oui, 400 000 complètement. hommes et une population de 30 millions d'habitants, bon, ça va quoi. Ah oui, oui, et puis ça coûte cher, quoi. Ça coûte Ah bah c'était cher, tout quoi. leur pognon, hein. C'est ça, c'est qu'on se rend pas compte à quel point ça coûte cher. Là, aujourd'hui, on se dit, oh, attends, tu sais, on fabrique une centaine de FAMAS, bon ben voilà, t'as 100 bonhommes qui sont équipés, voilà, et ça coûte pas, enfin c'est pas que ça coûte pas cher, mais oui, relativement au PIB d'un pays comme la France, par exemple, se dire, bah, c'est trois fois rien, quoi. Ouais, sauf qu'à l'époque, effectivement, les circuits commerciaux, les circuits de ressources et les circuits monétaires, c'était pas les mêmes. Et que donc, effectivement, avoir 200 000 mecs en permanence ou 300 000 en permanence toute l'année sous les armes, c'était quelque chose, quoi. Mhm. Et effectivement, comme tu dis, ils y passaient voilà, la moitié de leur pognon, quoi. Et l'autre moitié, ça partait voilà, dans du pain et des jus. Mais bref, Les frais de bouche du prince. voilà. Mais C'est pour bon, ça qu'on bref. se plaint aujourd'hui. Il faut se rappeler de ce que c'était avant, hein. Les petits déjeuners de l'archer, c'est pas grand-chose face aux folies de certains empereurs, hein. Donc Ouais. on se plaint toujours de la même chose. Ah bah oui. Bref, et donc, alors, derniers héritiers des Achéménides, ou en tout cas qui ont utilisé, en tout cas, Alors là, j'y connais rien du tout. les réalisations, eh bien, alors, c'est les Indiens. Et oui. Enfin, je précise que l'aspect pareil gréco-bactrien m'intéresse pas mal, mais c'est façon Wikipédia, tu sais, façon tu lis un article et puis tu vois, c'est sympa. Ouais, Mais ouais, je trouve ça intéressant ce ah royaume un ouais, peu oui, perdu. oui, J'aime bien oui, les royaumes perdus, un peu ces trucs comme ça, et disparus de oui, l'histoire. bah, oui, ça fait un peu l'homme qui voulait être roi, tout ça. Ouais, il y a un peu ce romantisme Ouais, ouais. des civilisations disparues, voilà. Mais Oui, vas-y, oui, vas-y. complètement. Complètement. Mais après, oui, effectivement, il y a eu. Après, alors, c'est pour ça que. Alors, eux, j'en parle pas, des royaumes gréco-indiens, ouais, gréco-indiens et gréco-bactriens, parce qu'en fait, ils sont vraiment à la confluence de beaucoup Ah, on peut pas parler de de- tout, hein, mec, il y a pas de souci, Non, hein. et voilà. Et puis, bon, ils sont quand même restés très grecs pratiquement jusqu'au bout, même si évidemment les gens qu'ils avaient sous la main, bon, eux, ils étaient
pas grec, hein, mais ils ont essayé de rester le plus grec possible, le plus longtemps possible, mais ils ont été très, très mixés parce que c'était à la fois les influences, bon, notamment les Gréco-bactriens, les influences nomades, stépiques, les influences iraniennes, les influences indiennes, évidemment, l'influence grecque. Bref, c'est très, oui, c'est très, très intéressant de savoir que en moins 150, où tu as les Parthes qui sont sur l'Euphrate, hein, voilà, bah non, il y a encore des Grecs en Bactrie. Voilà, c'est vrai que c'est assez rigolo. Mais c'est très intéressant, effectivement. Et il y a quand même, enfin, il y a quand même un certain nombre de sources, quand même, hein, a priori. Hein. C'est pas totalement ignoré. Mais bref, donc les Indiens. Eh oui, les Indiens. Les Indiens qui ont hérité, alors attention, hein, ils ont hérité, oui, mais pas partout. On est bien d'accord que dans le Bengale, ils n'ont pas forcément beaucoup gardé des Achéménides, sachant que les Achéménides n'ont jamais foutu les pieds au Bengale. Bon. Mais pour tout ce qui est la frange ouest, donc ces anciennes satrapies achéménides que vous voyez, la Gédrosie, la Racosie, euh, Lari aussi, ouais. Bref, toutes ces satrapies de l'Est, ces fameuses satrapies des hauts plateaux, on ne sait pas trop ce qui s'y passait ni rien. Bah, eux, par contre, les Indiens, bah, eux, ils ont quand même pas mal gardé des Perses, parce qu'en fait, et là, la carte en question, c'est la carte de l'Empire Maurya, qui donc s'est développé de suite après la mort d'Alexandre, avec donc le noyau central et les différentes conquêtes. Ouais, bon, il y a les dates, etc., Chandragupta, etc., etc. Et donc, finalement, ce royaume indien s'est développé donc de l'est vers l'ouest et donc est rentré en contact avec les reliquats achéménides et les Séleucides, surtout les Séleucides, puisque les Séleucides contrôlaient encore l'est de l'Iran. Et donc, du coup, les Indiens sont rentrés en contact avec les Séleucides, donc Séleucides qui détenaient encore les hauts plateaux iraniens, et donc qui étaient encore, avant de basculer un peu plus sur la Méditerranée, avaient la volonté de garder toutes ces satrapies-là, toutes ces provinces-là, et donc qui étaient vraiment totalement dans l'héritage achéménide, hein, puisque de toute façon, il était hors de question de déporter des Grecs là-bas. Même s'il y en a eu, bien sûr, hein, quand Alexandre a fondé toutes ces villes là-bas, bien sûr, il y a des Grecs, mais c'était une poignée, quoi. Alors que du coup, les Séleucides, bon, ils essayaient de maintenir toutes ces satrapies-là, en essayant, bien évidemment, avec un modèle bon, gréco-achéménide, quoi. Et donc, nos amis les Maurya, ces petits Indiens, là, tranquilles, qui ont fait leur bout de chemin, du coup, au contact de l'Iran, qu'il soit Séleucide ou même des restants achéménides, du coup, ils ont également adopté un, on va dire, certains traits de l'administration achéménide. Même via les Séleucides, mais les Séleucides, ils ont simplement gardé l'administration et le mode de fonctionnement, avec les tribus, les satrapies, les satrapes, je lève des troupes dans la région, voilà, bref, tout ça. Du coup, les Maurya, quand ils sont rentrés en contact avec les Séleucides, du coup, ils ont adopté également ces systèmes administratifs. Avec des provinces, avec des satrapes qui s'appelaient autrement, hein, mais ils ont gardé ça, enfin en tout cas ils ont pris ça, parce que ça leur allait bien. Ils ont également beaucoup hérité en termes artistiques. C'est pas toujours ce à quoi on pense en premier, mais c'est quand même assez important. Donc du coup, tu peux mettre la 17, s'il te plaît. Oui, bien sûr. C'est bon. Voilà. Donc là, typiquement, vous avez de l'art, c'est indien. Voilà, c'est indien, mais bon, quand même des lions, il y a quand même une espèce de rosette qu'on retrouve sur sur beaucoup de bas-reliefs achéménides, etc.
Bon, c'est les experts de l'art, que je ne suis pas, mais les experts de l'art disent que c'est probablement inspiré par les Achéménides. Et là, spécifiquement, c'est sous le règne d'Ashoka, le petit-fils du fondateur de la dynastie des Maurya, Chandragupta. Là, c'est son petit-fils. En 250, avant Jésus-Christ. Donc, les Achéménides ont disparu depuis 80 ans et les Séleucides sont là depuis 80 ans. Bon, donc il y a ça. Il y a le suivant aussi. Le suivant. Oui, tout à fait. Je l'ai mis. Voilà, le suivant. Bon, ça, c'est moins évocateur, mais enfin, c'est un chapiteau de temple. Bon. Mais c'est pas spécifiquement indien. Là encore, les petites fleurs sur le linteau, même ne serait-ce que la forme du chapiteau, avec les petits kikis, les petites boucles par côté, etc. Tout ça, c'est pas indien. En Inde, ça, il n'y a pas. Ça, typiquement, c'est d'inspiration. Alors, Achéménide, oui, Achéménido Seleucide, on va dire. Euh, mais voilà, ça aussi, c'est typiquement, c'est inspiré de l'ouest de l'Inde, donc des satrapies iraniennes. Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? On va revenir dessus encore une fois de plus, mais la monnaie. La monnaie, typiquement, la monnaie de l'Empire Maurya, de l'Empire indien de l'époque, totalement inspirée du monnayage achéménide. Voilà, on a retrouvé des pièces perses, voilà, dans le delta du Gange. Voilà, on en a retrouvé en Birmanie, au Bangladesh, pour parler de pays actuels. Voilà, on a retrouvé des monnaies perses là-bas, que ce soit monnaie d'or, les darics ou les monnaies d'argent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les échanges commerciaux également, parce que notre ami, voilà, on trouve une daric, effectivement, monnaie en or. Les échanges commerciaux, bien sûr, entre l'Inde et l'Iran. C'est pareil. Là aussi, il y en avait avant l'Empire des Maurya, mais c'était des royaumes, des petits royaumes indiens de l'ouest de l'Inde, donc. Mais l'Empire Maurya, qui a été un des premiers à unifier le nord de l'Inde, là aussi a totalement épousé la diplomatie existante des Achéménides. Les Achéménides faisaient une diplomatie, on a déjà parlé la dernière fois, les Achéménides faisaient une diplomatie aussi intense vis-à-vis de l'Inde que vis-à-vis des Grecs. S'il y a des éléphants à Gaugamel, c'est pas à Gaugamel, c'est pas le hasard. C'est parce que justement, fruit de cette diplomatie, fruit de. Bah oui, parce que mine de rien, les éléphants, on peut en acheter à un voisin, mais on peut aussi l'élever chez soi. Mais pour l'élever, il faut quand même l'avoir en premier lieu. Donc il faut d'abord effectivement passer par des accords commerciaux, des accords diplomatiques, et on fait des élevages d'éléphants dans notre propre territoire aussi. Et donc tout ça, c'est les Indiens de Moria, vont totalement eux-mêmes avoir des relations avec le Séleucide, puisque les Perses ne sont plus là, ils vont avoir des relations avec les Séleucides qui eux-mêmes auront on va dire un certain nombre d'échanges avec les royaumes indiens et notamment Maurya quand celui-ci sera proche d'eux, hein. Donc voilà, ça c'est des choses qui existaient avant et que les Indiens auront à cœur, contrairement aux précédents, auront à cœur en tout cas de faire vivre, de développer, notamment, bien évidemment, on parle de diplomatie, mais évidemment par les alliances dynastiques, bien évidemment. Il y a des fils de rois séleucides qui se marieront avec des filles indiennes, hein, bien entendu, comme ça se pratiquait à l'époque achéménide. Alors après, on va me dire, oui, bien sûr, mais après les alliances dynastiques, c'est tous les pays du monde qui en font plus ou moins de ça. Oui, mais il y a quand même certains, notamment je pense aux Égyptiens, euh, les Ptolémées, leurs filles, ils ne les donnaient pas forcément à tout le monde, sous prétexte de relations diplomatiques. Ils choisissaient. Euh,
Et là, là, c'est pareil, c'est un choix quand même. Le choix de la dynastie indienne, soit de nouer ou de renouer d'anciennes relations. Ça a été une volonté des Indiens. Justement parce que ça leur allait bien à l'époque et ils se sont dit: finalement, ça serait bien qu'on recommence. Alors on va faire avec les Séleucides. Ouais, bon, les Séleucides, ils s'en vont, plus ça va, plus ils s'en vont vers l'ouest. Bon, avec les Parthes alors, avec machin et cetera. Et donc ça, c'est quelque chose que les Indiens ont tenu à renouveler, à conserver. Et donc effectivement, et là on en arrive un petit peu parce qu'on peut vraiment parler, la 21 s'il te plaît. Oui. Voilà, on en vient à ce qu'on disait, ce de quoi on parlait tout à l'heure. Alors bon, la carte, elle est généreuse, hein. Oui, alors c'est ce que j'avais dit dans mon propos sur Crésus. Hein, je veux dire, tu colores une carte et puis tu dis c'est ça les frontières et tout le monde est content. Dans les faits, voilà, c'est toujours un peu. Voilà, donc là le royaume gréco-bactrien, bon déjà ça mord sur le gréco-indien, etc. Mais bref, non, non, là c'est très très généreux, hein, les frontières, bon, sous prétexte qu'à un moment donné, Oui, c'est exactement ça, c'est ça, oui, tout à fait. à un moment donné, ouais, on a été jusqu'à la mer d'Aral, puis on est revenu. Bon, mais c'est bon, ça y est, C'est à maintenant, vous, c'est à vous. c'est à nous. Ouais, Maintenant, c'est à nous. c'est ça. Il y a un mec qui nous a filé une pomme sur le chemin. Ouais, bah c'est un Voilà, tributaire. c'est ça, on a planté une Mm, stèle en bois, ça y mm. est, c'est à nous. Bon, alors, voilà. Mais ça fait partie également quand même d'un héritage, on va dire gréco-indien, oui, parce que quand même, là aussi, finalement, ce royaume gréco-bactrien, donc là, très élargi, hein, Je suis du content qu'il coup, nous ait mis les directions aussi du nord et du sud des fois qu'on soit perdu. oui, 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 la petite boussole, c'est intéressant. Exactement. Par contre, c'est intéressant dans la mesure où, aussi loin que la bactriane, enfin bon, la Bactrie, mais c'est bien, Azat. Mais si tu veux utiliser d'autres mots, tu peux, hein, vas-y, fais-toi plaisir. Ah non, mais Lance-toi. il fait ses interventions caustiques. C'est toujours un plaisir. Il n'y a pas de, y a pas de souci. Ah oui, oui, tout à fait. C'est un vrai plaisir. Donc du coup, on voit qu'effectivement, bon là, Alexandrie du Caucase, Alexandrie d'Aracosie, bon ça, les fameuses fondations d'Alexandre, hein, puisque bon, il y en a eu, je sais pas combien, il en a fait combien? Oh, plusieurs centaines, non? Ouais, ouais, enfin, ou 100, ouais, 150, un truc comme ça. Enfin bref, dès qu'il s'arrêtait pour chier, voilà, c'était une ville. Écoute, je vais te dire ça tout de suite. J'avais pas sorti mon téléphone, mais je vais le faire. Nombre de villes fondées par Alexandre. Bon, après, Ouais, une il centaine, y a je sans pense. doute une part dans la légende, mais moi j'en avais vraiment plein en tête. Mais oui, oui, Ouais, tu mais une dois avoir raison. centaine. J'ai peut-être été, ouais, une vingtaine. Alors tu vois. Mais bon, Ah bon, c'est, je bon, pense que, même, moi, il me semblait que ça faisait plus que ça, quoi. ouais, 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 plus tard que 70, il nous dit. Ah, ouais, voilà, ouais. Mm, Ouais. mm. Ouais, bon, bref, peu Ouais, importe. voilà, peu importe. Bref, tout ça pour dire que là aussi, ça fait partie un petit peu de l'héritage achéménide des Indiens, puisque du coup, bon là, c'est un petit peu plus mixé, mais il n'en reste pas moins que Alexandrie, par exemple, Alexandrie du Caucase, euh, bah, euh, c'est c'est du Pakistan, Afghanistan, ouais. Là, ça serait dans le Pakistan. Non, peut-être ouais, non, peut-être Pakistan. Ouais, ouais, à la frontière, en tout cas, dans ces eaux-là. Et donc, on touche vraiment à l'empire maurya. Et donc, ces royaumes, on va dire gréco-bactriens ou gréco-indiens, du coup, ils ont hérité voilà, c'est très joli. Alors, Ah, t'as pas envie qu'il t'attrape, hein, lui. Hein. non, mais alors ça, si je Parce m'abuse, que s'il te met un coup de bâton pas bien placé, tu finis comme Théo. ouais, alors, te moque pas parce que c'est Héraclès. D'accord. Voilà, c'est Hercule. C'est comment veux-tu? Oui, aussi, bien sûr. Voilà, c'est ça. Hercule et son gros bâton. Mais donc il a non, mais ça, c'est une espèce de bâton. Voilà, c'est pas a priori enfin c'est pas phallique. Si on peut lui donner une signification phallique si on veut, mais a priori non, ça n'a rien de phallique. Mais c'est Héraclès et donc Héraclès qu'on a retrouvé Ah bah dans la ville. c'est son fameux gourdin, hein, je pense.
Ouais, peut-être. Non, je sais pas. Non, j'avoue que je sais Oui, pas. c'est possible. C'est Il possible. le tient bizarrement, j'avoue. Je sais pas. Il y a un mec qui a Ouais, ajouté un colombin. ouais. Et puis il a le bras un peu long quand même, hein. Parce que le bras qui descend jusqu'au genou, moi je veux bien, Ah bah mais bon, oui, il peut se gratter les genoux sans se baisser. Ouais, on est proche effectivement du. c'est, voilà. Ça fait un peu, Mhm. bah, ça fait un peu nazi. C'est bien. Ouais, C'est rare. on est sur le singe effectivement. C'est vrai qu'il a le bras long. Ouais, putain, il peut. Ouais. Et c'est pas la perspective, donc c'est comme ça. Et donc ça, c'est une statue donc d'Héraclès qui a été retrouvée à Aïkanoum. Et Aïkanoum, si on revient à la carte précédente, Ouais, c'est bon. Ah oui, je vois effectivement. Tout à fait. Aïkanoum, c'est là. Et on a retrouvé une statue d'Héraclès là-bas. Et en plein territoire, on va dire, en plein territoire, pas indien, pas vraiment, mais quand même, au Pakistan, Oui, non, mais on est sur les confins du monde oriental, de on est la dans la, Chine, de. ouais. Et donc voilà, et donc c'est une permanence ben, de l'Empire achéménide, non pas directement achéménide, mais en tout cas de la volonté d'extension la plus grande possible, et donc des restes grecs, des restes séleucides. Et c'est aussi intéressant dans la mesure où ça dénote aussi un espèce à la fois de grécité, on va dire, Est-ce qu'on sait de quand elle date? de moins de 200, je crois. D'accord. Oui, quand même, ouais. Ouais, de moins de Oui, donc 200 après sièges. l'effacement c'est le site de cet endroit et donc effectivement une Ouais. permanence, bon, Oui, bah, oui, oui, tout à fait. gréco-bactrienne, mais quand même. Oui, oui. Ouais, tout à fait. Et donc, il y a une espèce de syncrétisme, bien évidemment, qui s'est opéré, notamment parce qu'on nous disait, au final, les Grecs, bon, ok, ils avaient tout leur bagage culturel avec eux, mais c'est toujours pareil, s'il n'y a pas de gens pour pratiquer, ça finit par se métisser, par s'enrichir culturellement, dirais-je même. Donc voilà, là aussi c'est pareil. Je trouve ça amusant de voir on va dire cette espèce de reliquat grec. Mais reliquat grec, pourquoi grec? Parce que Séleucide. Et pourquoi Séleucide? Parce que Séleucide, parce qu'Alexandre, parce que les Perses avant. Si l'Empire perse n'avait pas été jusque-là, bon, peut-être Non, que les mais Grecs auraient c'est pas qu'amusant, c'est très intéressant. Ça nous Oui, ramène à ce oui, qu'on disait sur ce royaume gréco-bactrien. J'avais dit, ça, c'est un truc qui m'intéresse un peu façon Wikipédia, mais je trouve que c'est pas que c'est méconnu, mais encore une fois, ça mérite qu'on rappelle les héritages, les traditions, ce exactement. qui a existé dans ces pays-là et jusqu'où peut aller une pénétration culturelle et compagnie. Je trouve que c'est. Tout à fait. Bah oui, en fait, ça pose, on va dire, c'est typiquement le genre d'endroit qui pose comment dire, pas la problématique, mais on va dire le débat de la permanence et de l'uniformisation, de la linéarité, on va dire, de l'histoire telle qu'on la visualise, on va dire, grossièrement. Ouais, Alors que c'est un rappel pas du intéressant. tout. Ouais. Ouais. Et puis de la Voilà, disparition aussi. De voilà, savoir complètement. que les civilisations sont mortelles, pourquoi, comment, c'est toujours Mais intéressant. tout à fait. Mais de savoir qu'effectivement, en plein, on va dire, deuxième, troisième siècle avant Jésus-Christ, alors là, a priori, ça serait plutôt deuxième que troisième, donc en mettant en moins 150, en moins 200 avant Jésus-Christ, ben, au fin fond de l'Afghanistan, ben ouais, il y avait ça. Et alors, même si la carte elle est généreuse, ils avaient quand même un territoire qui, voilà, voilà, c'était quand même conséquent, on va dire, hein. Ils avaient quand même plusieurs milliers de kilomètres carrés. Et c'est quand même incroyable de se dire, ouais, mais parce que on visualise trop souvent l'histoire et les territoires et l'histoire des territoires comme, comme des trucs un peu linéaires où voilà, un coup c'est un bloc comme ci, bah après c'est un Mais bloc comme ça. on est dépendant dans notre représentation des dominations politiques. Et à partir du Oui, moment où effectivement une domination change, ou une ère culturelle change, ou une chronologie évolue, on se représente un monde comme très uniforme. Mais tu sais, je fais un teaser, mais c'est une question que je vais aborder au travers de deux exemples que sont la fin du monde romain et la disparition de l'Empire byzantin en Italie méridionale, parce qu'on va parler excessivement de l'Italie méridionale l'an prochain. Mais
c'est pas parce que non mais c'est vrai, c'est pas parce que les Vandales s'installent en Afrique du Nord que la romanité disparaît. Donc on aura un sujet dessus, sur cette persistance et cette persévérance de la Romanitas, et ensuite sur le monde grec, une fois la domination byzantine disparue, et remplacée notamment par les Normands, puis les Angevins, on avait parlé des Vêpres siciliennes, mais qu'est-ce qui perdure? Ces gens-là, les gens ne disparaissent pas. Donc comment procède? Et c'est une question que je relie à ce qu'on vit actuellement. Mais qu'est-ce qu'une acculturation? Qu'est-ce qu'un transfert culturel? Comment change une population? Je trouve que c'est des questions qui sont... alors, comparaison n'est pas raison, on ne peut pas tout comparer, mais Non, mais il y a une évocation de processus, parce qu'on peut pas évaluer un processus quand on le vit, et donc c'est toujours intéressant avec le recul du passé d'évaluer comment ce processus a eu lieu à d'autres endroits et à d'autres époques, parce que entre les tout à Vandales fait. et ce que je vais aborder sur l'Italie, il y a 800 ans d'écart, quoi. Donc Après, ce qui est intéressant dans ce cas de figure-là précisément, c'est qu'en fait, c'était quand même cette volonté grecque de conserver les attributs de la grécité. Donc, se dit, alors, mais il en reste rien, tu vois. ah non, aujourd'hui, il en reste rien. Voilà. Mais à l'époque, les mecs, ils ont quand même j'imagine qu'ils ont dû avoir la sensation d'avoir fait quelque chose de quand même pas mal. Parce que donc, ils étaient quand même à des milliers, et pas juste un, à des milliers de kilomètres de la Grèce. Les mecs, ils avaient quand même Héraclès, ils avaient quand même je te dis, le gymnase, Ah mais je suis ils avaient. d'accord. Non non mais je le sais, je vois tout à fait. Voilà. Ce Et que je veux dire, c'est qu'ils après, c'est le problème de la représentation par les cartes. Diazat, il a raison en partie, et c'est aussi un problème de représentation que par les cartes, mais aussi par les élites, entre guillemets, le roi, le machin, donc qui fait que un roi normand en Italie du Sud fait qu'il doit régner sur une population, on s'y intéresse pas vraiment de comment elle est constituée et comment elle va devenir peut-être plus latine que grecque, enfin voilà, ou plus barbare que romaine, mais c'est des sujets très intéressants parce que je trouve que ça touche à la vraie vie Ah oui. réelle d'une civilisation, quoi. Ah, Donc, la vraie vie des gens, bien mm, sûr, hein. mm. Et puis c'est vrai que cette volonté, envers et contre tout, j'ai envie de dire, parce que franchement, pour être plus déraciné que ces Grecs en Afghanistan, enfin, je veux dire, bon, voilà quoi, les Non, niveaux non, on est déracinement, d'accord, ouais, c'est c'est sûr. autre chose, hein. Mais ils ont quand même continué à perdurer autant que possible, jusqu'à évidemment disparaître dans les oubliettes. Mais d'un autre côté, de temps en temps, périodiquement, vous remarquerez quand même que ça ressort. C'est-à-dire que périodiquement, on nous montre, à des occasions diverses, dans des circonstances totalement anodines, mais on nous montre des photos, des images de gens, notamment par exemple en Afghanistan, blonds aux yeux bleus. Et de temps en temps, ça ressort, si, si, bah oui, ça arrive. Et de temps en temps, on nous ressort effectivement, oui, machin, oui, parce qu'à l'époque, Alexandre, nani, nana. Enfin, je veux dire, je dis pas que c'est un terreau hyper vivace, mais de temps en temps, on nous ressort effectivement des images, comme les fameux Chinois de l'armée de je sais plus qui, l'armée romaine, là, on montre des Chinois avec des yeux quasiment pas bridés ni rien. Ah oui, ouais, parce qu'à l'époque, les Romains, il y a une armée romaine qui, nani, nani, ouais, bon. Ouais. Alors, j'interviens juste par rapport à l'identité romaine et un commentaire d'Azat. Je l'avais vu, le livre dont tu parles, donc qui est, comment dirais-je, les Romains après Rome. J'ai oublié l'auteur, tu l'as mis, J.R. Trochet, oui. Mais le problème que j'avais, c'est que de mémoire, il était très court pour une période très longue. C'est-à-dire qu'il faisait, je sais plus, 200 ou 300 pages pour couvrir 1000 ans d'histoire. Et j'ai eu pas un doute, mais je me suis dit, parce que je voulais faire un travail dessus, je l'ai fait. Et je me suis dit, 200 pages sur 1000 ans d'histoire, je vais me retrouver à faire des généralisations peut-être importantes, alors que finalement, je me suis retrouvé avec un livre centré vraiment sur une province, sur une période beaucoup plus courte, et qui me paraissait peut-être plus propice à un travail historique plus approfondi, et voilà. Mais je l'ai vu, et ouais, ouais, prenez-le, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais je vous en conseillerai un autre un peu plus tard. Excuse-moi, Idargos, hein, je t'ai Non, 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 mais interrompu. vas-y, digresse, digresse. Non, mais on en profite, hein. C'est le problème. En fait, c'est le problème c'est le problème d'avoir des commentaires. C'est qu'effectivement, sur des sujets de culture G ou intéressants, bah, du coup, ouais, on est obligé un peu de discuter. Ah ben ouais, ben, il faut. En même temps, c'est aussi le principe, et je dis pas que c'est le but ultime, mais le principe, c'est aussi justement de rebondir et Et c'est d'approfondir vrai et de qu'il parle du discuter. chapeau afghan aussi.
qui Oui, descendrait peut-être du... C'est vrai qu'il y a, il y a oui, cette oui, parenté. oui. Mm. Bon, après, c'est toujours pareil, comme tu dis, comparaison n'est pas raison. Similitude n'est pas filiation. Voilà, bon. Après, d'un autre côté, sinon, tu vas par là, tu dis, bah oui, mais putain, mais c'est bien sûr, les pyramides mayas, mais bien sûr, c'est égyptien. C'est vrai, Bon, voilà. c'est sûr. Bon, Mais tu peux, hein, il après, y en a qui le il y en a qui le font, oui, ils font des dizaines de milliers de vues. Hein, c'est... oui, ils font des diagrammes et tout pour expliquer que les lignes telluriques, ouais, je sais, bah ouais, non, mais bien sûr. Ils font effectivement, eux, ils font des milliers de vues, on est d'accord. Ouais, c'est Euh, abominable. Alors, j'ai un problème, Edargos, oui. c'est que, c'est que ça fait 1 heure et demie et qu'on a encore toute la conclusion à faire et qui, je pense, va quand même être. Ah non, mais attends, on va pas faire une tétralogie, quoi. J'ai bien peur que, j'ai bien peur que si, parce que je pense qu'on est encore parti pour une bonne heure. Hein, si tu me, ah, Non, non, il faut, non, non, ça va écourter, ça va écourter. Ah oui, oui, mais c'est pas, c'est vrai. Ouais, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça mériterait. Ouais, il y a quand même du taf. Hein. Quand je vois le plan que tu m'as envoyé, quand je vois le plan que tu m'as envoyé, je suis pas sûr qu'on en ait pour moins longtemps que ce soir à traiter la conclusion. Ouais, Hein. ouais, c'est pas faux. Après, on n'est pas, enfin, on s'en fout. Tu peux faire ça en 12 parties si t'as envie. Moi, j'en ai rien à branler. Non, 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 mais, ouais, mais après, t'as un planning serré. Il y a aucun souci, t'inquiète. Non, non, mais je trouve toujours du. Et j'ai un planning en 3 jours. C'est pas pour rien. C'est parce que s'il faut un quatrième. Qu'est-ce que t'en dis toi? Parce que je te dis, j'ai Ouais, peur qu'on soit parti jusque minuit. ouais, mais non, mais t'as raison, concrètement, t'as raison. Autant qu'on prenne notre temps et qu'on écoute les gens, les retours sont positifs, les gens apprécient le travail que tu fais, autant qu'on prenne notre Euh, temps et qu'on fasse ça en euh, 4 parties. ah, Hein. surtout qu'en plus, potentiellement, voilà, on peut à chaque, on va dire à chaque point. On peut élargir, y compris avec Azat, notamment. Alors après, peut-être pas sur le chapeau, sur l'espèce de bonnet afghan, là, mais oui, 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 au contraire, Bah, comme ouais. je suis pas, enfin tu vois, malgré moi, je suis petit participant, donc du coup, c'est vrai que j'interviens peut-être plus que dans d'autres vidéos qu'on a pu faire, et c'est vrai que bah, ça multiplie un peu le temps, je m'en rends bien compte, même avec les commentaires. Donc, est-ce que ça te dit de revenir la semaine prochaine Ouais. pour demain, peut-être pas, parce que ça va un Ah non, peu. non, alors, ouais, non, moi non plus. Non, demain dimanche, non. Ouais, non, mais dimanche, de toute façon, moi j'ai prévu une vidéo. Et par contre, la semaine prochaine, comme je t'avais dit, j'avais prévu entre guillemets des vacances, mais qui n'en seront pas. Donc, du coup, quelque part, j'avais prévu un peu un let's play de l'été. Tu vois, tous les soirs, je vais streamer une petite heure un jeu pendant 2 semaines. Mais du coup, on peut remplacer un soir quand tu veux par la quatrième et dernière partie où on fera la Ouais, conclusion. eh ben écoute, moi, ce que je te dis, c'est, en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que à partir de mardi. Bah, Mardi. est-ce que mercredi ou vendredi, ça te va? Mercredi peut-être? Ouais, ouais, Ça, mercredi, on ouais. laisse pas passer trop de temps entre les Non, deux et non, puis. mercredi, ouais. Ouais, Ouais, ok, bon bah nickel. Bon bah désolé, mercredi. hein, je te fais revenir encore une fois, on fera ça finalement en 4 parties. Ah, écoute, moi, ça me fait plaisir. Ouais, moi aussi, non, non, j'aime bien, j'apprécie toujours les réceptions, c'est toujours très sympathique. Moi, enfin, je veux pas dire c'est ce que je préfère, mais j'aime bien aussi, j'aime bien être tout seul, mais j'aime bien aussi quand même, voilà, faire ça en collaboration, je trouve ça très sympa. Et c'est Et deux choses. Genre, c'est bien de te poser un truc tout seul, de raconter son histoire, quel que soit le sujet, que ce soit un bouquin, que ce soit. Et puis c'est bien d'avoir, voilà, d'avoir une espèce de truc à la dossier de l'écran, tu sais. non, non, mais j'apprécie. Mais bon, après, c'est vrai que c'était pas prévu, c'était prévu en 2 parties, donc ça, Mais ça a bien débordé, mais c'est vaut mieux ça, tu vois. Les gens, je pense que bon, après, c'est toujours dur d'écouter des vidéos longues et tout ça, mais je pense qu'ils apprécient quand même d'avoir quelqu'un qui a fait un travail où, voilà, tu fais 4 5 heures de boulot. faire une vidéo longue, enfin, on va dire, moi, ça me pose pas de problème dans la mesure où la vidéo va être, alors peut-être pas tout le long de la vidéo, mais en tout cas, il va y avoir suffisamment de moments qui vont être, on va dire, soit des espèces de points d'orgue, soit en tout cas des moments qu'on sent qu'on peut élargir. Et du coup, la vidéo passe vite, en fait. Oui, un peu plus que quand effectivement tu Quand un racontes ton espèce truc. de, ouais, quand un espèce de pensum qui est récité, bon là, ouais, 10 minutes, ça paraît trois quarts d'heure, Ah hein. bah merci, hein, je fais des vidéos de 2 heures, hein, je te rappelle. Mais Oui. effectivement, les littéraires, ça a un peu débordé de ce que j'aurais voulu, mais parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et après, sur les vidéos historiques,
moi-même, je me rends compte au bout de 2 heures, j'en ai marre, mais j'aime bien. Dans le fond, j'aime ça. Après, à écouter, je sais pas, mais en tout cas, à le faire, moi, j'apprécie. J'aime bien, Ouais. tu vois, de prendre mon temps et raconter une histoire, parce que le problème de YouTube et des vidéos historiques qu'on trouve grand public, même si encore une fois sur la tête je sais pas, de ma femme ou peu importe, je ne regarde jamais ce qui se fait, mais il n'empêche que je le vois passer dans mes trucs YouTube, et quand je vois un type raconter je sais pas quoi, l'Empire d'Alexandre en 20 minutes, alors certes il a toute une équipe, ce sera bien présenté, t'auras des belles images et compagnie, mais jamais de la vie tu peux apprendre quelque chose à quelqu'un en 20 minutes, ça n'existe pas, c'est pas possible. Tu ne pourras jamais Non. aborder un sujet en 20 minutes, c'est improbable. Regarde les Achéménides, ça fait 4 heures qu'on est dessus, quoi. Enfin, même si on a Ouais, débordé ouais, sur d'autres, mais voilà. ouais, bien sûr. Et encore, Oui, c'est on n'a rien dit. ouais, pas qu'on a rien dit, mais on va dire, en tout cas, ouais, en tout cas, on a effleuré le truc. Mais ce que je veux dire, c'est que le truc qu'il y a, c'est qu'en plus, c'est quand même quelque chose d'assez volumineux, que ce soit en termes, et attention, c'est volumineux, et pour autant, il y a quand même je répète, hein, il y a quand même des dizaines d'années sur lesquelles on ne sait quasiment rien, à part deux, trois inscriptions, des espèces des archives merdiques mettons, de Babylone, où tu as un brasseur de bière ouais, bah oui, encore t'as un brasseur de bière qui va t'expliquer que bon, bah là, ça fait chier parce que les impôts augmentent ou quoi. Je veux dire, il y a des dizaines, des décennies entières où on a que dalle, juste un portrait, une piécette, et puis c'est tout. Je veux dire, et pourtant, considérant on va dire l'étendue géographique, l'étendue temporelle du truc, mais c'est infini. Il y a quand même des chercheurs qui ont passé leur vie Je entière suis là-dedans. d'accord, et c'est quelque chose que je rappellerai, et que je rappelle pas souvent dans les vidéos historiques, mais peut-être que je l'avais fait au tout début. C'est toujours en totale humilité qu'on fait ça, et on sait très bien qu'il y a des gens qui y consacrent leur vie entière, qui produisent des choses, parce que les livres grand public sont une chose, vous avez sur internet et tout des gens qui produisent comment dirais-je, des articles universitaires et tout qui sont d'un niveau tellement pointu. Il y a des types qui parlent l'araméen et le persan et le machin, et qui consacrent Ah leur vie à oui, déchiffrer une stèle, quoi. Donc voilà, oui. c'est immense Et respect à tout ça, et voilà. ah ouais, et le pire, c'est comme moi ce que je me dis, c'est que le pire, c'est que ces gens-là, c'est pas comme s'il y en avait un, genre, tu sais, Indiana Jones, Non, quoi. non, non, Euh, non, ouais, tout à fait. et je vais pas dire qu'ils sont des millions, mais il y a quand même des centaines de gens, oui, dans le monde. Alors attention, dans le monde, peut-être pas au Rwanda, on est d'accord, mais dans le monde, il y a quand même des centaines de gens qui, oui, qui sont à la fois capables, comme tu disais, de parler araméen, de parler le de Perse, de parler l'élamite, de parler le hittite, de parler l'égyptien pharaonique, de lire le hiératique. Il y a des centaines de gens capables de ça. Moi, je trouve ça fabuleux. Moi aussi. Je le ferai pas. Parce que Non, quelque mais on est part, là bon, pour restituer à notre niveau ce qu'on sait, ce qu'on a voilà. appris, et voilà. Non, non, ça reste Mais là, une moi, parcelle, hein. ouais, moi, ce que je trouve par contre hyper intéressant par rapport aux Achéménides, c'est que c'est quand même quelque chose d'énorme et de fondamental qui est toujours un petit peu trop effleuré, quoi. Ah, moi, je sais pas, ça m'emmerde, mais enfin, ça m'emmerde, non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais je veux dire, je j'ai jamais eu d'intérêt pour eux. Je les vois toujours comme des ouais, ouais, antagonistes lointains, et ouais, basta. mais je l'entends, mais ce que je dis, c'est que dans l'histoire, si franchement, si on essaie de voir ça du point de vue méta, euh, tu sais, mais dans l'histoire mondiale, c'est quand même un truc assez gigantesque. Ça, en plus, c'est pas comme l'Empire, enfin, je veux pas dire comparaison des paraisons, on est d'accord, mais rien que l'Empire napoléonien, putain, mais ça a duré quoi, 12 ans, Ouais, quoi. mais c'est chez nous, il faut voir aussi Oui, oui, ça. non, mais je suis Voilà. d'accord. Puis c'est Et plus ça a facile duré- à aborder, les sources. Voilà, il y a tout un ensemble de choses qui l'expliquent. Mais oui, oui, c'est peanuts, hein, très clairement. voilà, mais dans l'histoire du monde, des trucs comme ça, ou je sais pas, ou les Song en Chine, tu vois, je veux dire, c'est juste gigantesque à tout point de vue. Et je pense que l'Empire achéménide, par exemple, les Perses achéménides, plus que les empires chinois qui se sont succédés pendant 1000 ans, parce que finalement, ça concernait que la Chine. Alors que là, non, quoi, quand Oui, même, c'est un interface plus important, ouais. Mais le monde perse, on va dire au sens large, des Achéménides jusqu'aux Sassanides, est une partie importante, mais d'un monde qui nous intéresse moins, il faut le dire aussi. On est très, chaque mais culture est centrée sur ouais, elle-même. mais Mais complètement. il n'empêche qu'il y a que l'Europe, enfin, il y a que, je vais exagérer, mais en tout cas, dans l'histoire, c'est traditionnellement plutôt l'Europe et les États-Unis qui, au-delà de leur propre histoire, se sont très souvent tournés vers l'histoire des autres. Et ça, on a tendance un petit peu à Oh, mais, l'oublier dans un contexte de post-colonial. C'est que ah, voilà, mais s'ils savent quelque chose de leur propre vie, c'est grâce à nous, quoi. Donc, ah faut pas bah écoute, l'oublier.
moi, ce qui me fera toujours mais hurler de rire, c'est, de dire: «Ouais», ou par exemple dans n'importe quel pays: «Ouais, mais de toute façon, nous, nos réalisations artistiques, on les retrouve au British Museum, ou au Louvre». Je dis: «Oui, mais si on l'avait pas fait, espèce de con, qui s'en rappellerait aujourd'hui? Personne». C'est clair. Personne, parce que t'aurais tout foutu à la poubelle, t'aurais tout béné, t'aurais fait comme les mecs en Afghanistan, les Bouddhas de Bamiyan, bah, il n'y a plus, quoi. Ouais, ouais, C'est ouais, bah clair, super. c'est clair, c'est clair. Bon, Bon, bah, eh ben écoute, je te remercie encore une fois, tant pis, on fera une quatrième partie, et moi ce sera avec plaisir, donc mercredi prochain, on va essayer de... mercredi, 21h c'est. cette fois, ce sera 21h, comme ça on finira peut-être un petit peu plus tôt, ce sera mieux. Oh, ouais, non, y a pas de. Et puis voilà, on fait comme ça. Donc on se retrouve dimanche pour parler de Michel Collas, de Heinrich von Kleist. Et puis donc la semaine prochaine, comme je vous ai dit, c'est une On semaine... change d'ambiance. Ah ouais, on change d'ambiance. Ce sera une semaine un peu plus off. Je pense que je ferai un petit let's play sur le jeu, sur Revolution Under Siege, qui est le jeu sur la guerre civile russe. Et puis donc mercredi, Idargos viendra nous voir, et il y aura quand même toujours des vidéos le dimanche. Voilà. Mais c'est vrai que t'es en vacances, toi. Je suis censé être en vacances, effectivement, mais je sais pas si je vais les poser, en fait, parce que du coup, là, je vais Ah voir, merde. je vais voir. Non, non, mais c'est pas grave. Et donc voilà, donc, et le dimanche, donc, vous aurez une vidéo Onanisme et découverte, et puis ensuite une vidéo historique. Voilà, donc j'ai meublé les trous, j'ai charbonné pour le faire, c'était pas prévu, mais c'est fait. Donc voilà, on se retrouve dimanche. Idargos, merci encore. Et Avec puis plaisir. voilà, je vous dis bonne fin de semaine à tous, bon week-end, et puis portez-vous bien. Bonne soirée.